Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format, puisque je vais interviewer François Bégodeau, écrivain, à propos de son dernier essai qui s'intitule Notre joie. Bonjour François. Salut. Tout d'abord, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Donc, tu es écrivain, critique littéraire, critique de cinéma, scénariste, et je te reçois pour parler de ton dernier essai, Notre joie, paru en septembre 2021 chez Pauvert. Alors, ce livre part d'une rencontre faite à Lyon avec un certain M et son groupe d'amis. M se présente à toi comme un fan et t'invite à boire un verre. Tu acceptes et tu t'aperçois rapidement que les individus auxquels tu as affaire sont plutôt d'extrême droite. Or, ta pensée appartient au bord opposé, puisqu'elle s'ancre dans la tradition de la gauche radicale. Donc le livre se donne pour objet de dissiper le malentendu sur lequel repose l'adhésion de M, d'où la quatrième de couverture, non, les extrêmes ne se rejoignent pas. D'abord, puisque tu es, comme chacun sait, un pourfendeur de la confusion, hein, je pense qu'il est utile qu'on identifie l'objet de la discussion. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition à toi de concepts qu'on agite souvent sans vraiment les définir, à savoir ceux de fascisme et d'extrême droite, si tu fais une distinction d'ailleurs. J'aimerais que tu nous donnes ta définition. D'accord. D'abord, une petite note que maintenant je peux me permettre de dire 6 mois, 5 mois après la sortie du livre, ce quatrième de couve, je ne veux pas m'en dédouaner parce que je l'ai accepté. Les extrêmes ne se rejoignent pas, mais pour moi, il est un peu une catastrophe intellectuelle. Parce que le livre, c'est pas ça. Et en plus, c'est une phrase qui emprunte très largement à la langue bourgeoise, à la pensée unique que je pourfendais dans mon livre précédent, dans mon essai précédent. C'est eux qui parlent des extrêmes en disant toujours qu'ils se rejoignent. Alors évidemment, dire qu'ils ne se rejoignent pas, c'est déjà un petit peu aller contre eux. Mais bon, en tout cas, c'est pas ma langue. Voilà, petite mise au point, je me permets de le faire. Comme ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce livre, ça fait 1 ou 2 mois que je n'ai plus parlé, je refais. Après, je te donnerai pas une définition du fascisme ou de l'extrême droite parce que c'est pas exactement mon mode analytique. J'en ai pas l'autorité presque théorique, si tu veux. Et surtout, au bout du compte, plus j'écrivais le bouquin et plus j'essayais de disséquer un petit peu comment fonctionnait mon interlocuteur lyonnais, M, plus je me disais que décidément, les mots comme extrême droite, les mots comme fascisme, en fait, on n'en a pas besoin pour élucider ce qui est, comment dire, le cœur de sa machine. Parce que moi, c'est ça que je faisais, c'était une dissection, alors, de son langage, mais aussi des affects qui président à son langage. Parce que pour moi, il n'y a pas comme ça de pur phénomène verbal. Il y a les affects au travail. Et je pense qu'en fait, les mots que je propose à mon lecteur me paraissent être de meilleures balises. Alors, identitaire me paraît un mot pertinent. Je pense que ça dit quelque chose. Des gens qui sont portés sur l'identité, je pense que c'est des gens qui ont un schème psychologique fondamental qui serait le goût du même. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est très concret. Et c'est des gens, je pense, qui sont un peu déstabilisés par, alors moi je dirais pas l'autre avec un grand A, la rencontre, l'étranger, tout ça c'est une poésie bien pensante que je n'aime pas. Mais tout simplement la multiplicité. Hein, au même, il ne faut pas opposer l'autre, parce que comme je le dis à un moment dans le livre, l'autre n'est jamais qu'un même inversé. On est encore dans des pensées unitaires, quoi, des pensées monolithiques. L'autre avec un grand A et le même avec un grand M, et ils se bouffent l'un l'autre, enfin ils se regardent en chien de faïence. Moi j'essaie de trouver une diagonale, et la diagonale c'est le multiple. Je pense que fondamentalement il y a une panique de la multiplicité au travail chez les gens qui ensuite vont se proclamer identitaires, et produire des énoncés du genre il faut protéger l'identité française, l'identité nationale, l'identité européenne, etc. Premier mot, identitaire. Je développe pas plus que ça parce que je pourrais être plus bavard. Deuxième mot, autoritaire. Voilà un mot que je crois intéressant. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ni identitaire, mais quand même, je le décline un peu dans tous les sens. Et je crois que les personnes à qui j'avais affaire ce soir-là à Lyon sont fondamentalement des autoritaires. Alors, ils pratiquent une langue autoritaire, j'ai expliqué un petit peu dans le livre de quoi il s'agit. Ils veulent imprimer une autorité sur un certain nombre de choses. Imprimer une autorité. Alors par exemple, l'autorité paradigmatique, pour eux, étant quand même l'autorité masculine. Hein, alors ça, je pense que c'est le fond des choses, etc. Et puis après, le troisième petit mot que je proposais comme balise pour essayer de cerner mes interlocuteurs, c'est tout simplement que ce sont des libéraux
ce sont des libéraux au sens darwinien du terme, je veux dire, et qui est en continuité avec la pensée autoritaire. Le libéralisme est fondamentalement un système autoritaire, puisqu'il proclame en permanence que le plus fort gagnera, qu'il y a comment dire, un jeu, c'est celui du marché. Nous sommes sur le marché du travail, nous sommes sur le marché, nous sommes en compétition, et que le meilleur gagne, et que le moins bon aille se faire foutre, d'une certaine manière. Donc là, je pense que c'était ça l'opération un peu sulfureuse du bouquin. C'était quand même de dire qu'au bout du compte, identitaire, libéral, autoritaire, comme identifiant de M, en se passant justement de concepts ou d'entités comme fascisme ou extrême droite, permettait de constituer ce que j'appelais un bloc libéral autoritaire qui incluait des M, mais qui inclut aussi tout un tas de gens qui, a priori, ne sont pas affiliés à l'extrême droite. Je veux dire, et je pense que, pour le dire par exemple d'une formule, mais je pourrais convoquer tout un tas d'autres figures, je ne vois pas la différence fondamentale dans les schèmes mentaux et les schèmes idéologiques au travail chez Manuel Valls et chez M. Voilà. Je prends cet exemple, je pourrais dire Michel Onfray, je pourrais dire plein d'autres gens. Mais du point de vue qui est le mien, à savoir de voir vraiment quels sont les affects fondamentaux qui sont au travail chez une personne comme M, eh bien je pense que ce sont à peu près les mêmes affects fondamentaux qui sont au travail chez par exemple un Manuel Valls ou chez par exemple un Éric Zemmour, libéral autoritaire, mais alors de très haut niveau, je dirais hyper libéral, hyper autoritaire. C'est parfait. Je veux dire, programme du MEDEF et exclusion identitaire. Nickel. Tu fais un lien entre les libéraux et les autoritaires. Alors, j'ai le sentiment que la pensée d'extrême droite, on l'appellera comme on veut, se diffuse dans pas mal de sphères du corps social. Est-ce qu'il existe pour toi un profil sociologique type de l'autoritaire, identitaire, ou est-ce que, au contraire, c'est une catégorie transversale pour toi ? Oui, je pense que la sociologie de l'autoritaire est hélas transversale. J'adorerais qu'elle soit un peu plus circonscrite, parce que du coup, ça les rendrait un peu plus inoffensifs. Moi, je crois que fondamentalement, la classe dominante, elle est autoritaire presque par fonction, puisqu'elle doit en permanence montrer de l'autorité vis-à-vis des classes inférieures qui pourraient la déborder. Donc, alors, elle est autoritaire parfois de façon soft, comme on parle d'un soft power, et elle l'est parfois de façon hard. Ça dépend du degré de contestation. Alors, là, c'est très mécanique. Je veux dire, quand en gros les classes inférieures se tiennent plutôt à carreau, eh bien, la classe dominante peut dispenser une autorité soft. Entre PS et entre centre-gauche et centre-droit, on va dire, sachant que pour moi tout ça c'est pareil. Quand dans des moments de grande contestation, ou moments où vraiment les classes populaires, les classes inférieures se manifestent comme étant mécontentes, comme ayant un besoin de changement, comme incriminant les dominants, alors là, le dominant se crispe, se cabre. On l'a vu, alors vraiment, pendant les Gilets jaunes, pour les jeunes gens qui ne sont pas encore initiés à ces lois politiques qu'on connaît depuis très longtemps. Eh bien, vous aviez, avec les Gilets jaunes, un exemple parfait. Je veux dire, vous avez des gens dans la rue, ça commence à être un peu le bordel, c'est la confusion. En plus, il y a une certaine popularité du mouvement. Alors là, vraiment, en 3 samedis, il y a une montée en puissance de la réaction policière, voire militaire. Donc tout ça est mécanique, c'est des choses qu'on connaît bien. Je veux dire, l'exemple toujours canonique de ça, c'est vraiment 1848. Alors là, ça paraît toujours des vieilles lunes, mais il y a quand même des invariants un peu dans cette histoire moderne. Je veux dire, il y a des choses qui se répètent en permanence. Donc, février 1848, la bourgeoisie fait alliance avec les classes populaires. À un moment, les classes populaires ont des revendications qui mettent à mal un peu quand même le système bourgeois, par exemple la propriété, des choses comme ça. Juin 48, la bourgeoisie s'en va envoyer la troupe devant ceux qui étaient pratiquement ses alliés 5 mois plus tôt. Donc voilà, ça c'est la première chose. Je dirais la bourgeoisie est par nature autoritaire, il faut qu'elle tienne le pays, comme on disait jadis. Alors après, c'est vrai qu'il y a, on trouvera sans doute une demande autoritaire dans les classes populaires. Une demande autoritaire. Je l'explique à un moment dans le bouquin. Il ne faut pas s'en étonner. Souvent on dit « les classes populaires », à gauche on aime bien dire que les classes populaires votent contre leurs intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, mais vous êtes opprimés, vous êtes dominés dans un rapport de classe, dans un rapport de production, et vous votez du côté de vos oppresseurs. Vous êtes bêtes ou quoi ?
Alors Marx parlerait de fausse conscience, certains gens de gauche diront « Ah là là, ils se méprennent sur leurs propres intérêts, sur leurs propres affects ». Oui, moi je crois que fondamentalement, ils font une erreur analytique, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne fait jamais une erreur affective. Voilà, il n'y a pas d'erreur au niveau des affects. Et je pense que si un corps populaire, un prolétaire, une prolétaire, a comme ça une demande autoritaire en lui, dans son corps, qui va se manifester par exemple par le plébiscite d'un leader autoritaire, par exemple, comme c'est souvent arrivé dans l'histoire, c'est pas étonnant, parce que je crois que la condition populaire est fondamentalement une condition insécure. Insécure. C'est ça qui caractérise la vie prolétaire. Moi, je comprends toujours mieux la vie prolétaire quand je comprends ce qu'est ma vie à moi, par la négative. Moi, j'ai accédé à la bourgeoisie. Je grandis dans la petite bourgeoisie et maintenant j'ai une vie, un confort bourgeois, à quelques détails près sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, globalement, mon quotidien est sécure. Il est sécure économiquement. J'ai ma petite popote commerciale, je fais du commerce culturel, je fais commerce de mes livres. Et globalement, ça va, il y a une certaine stabilité de ma petite auto-entreprise. Je suis sécure dans mon quartier, le 11e arrondissement à Paris. Je suis sécure dans mon appartement, qui est un peu petit, mais globalement dans une résidence tout à fait sécurisée. Je veux dire, il n'y a rien fondamentalement qui m'inconforte dans ma vie sociale. Je dis bien dans ma vie sociale, parce que dans ma vie tout court, ça, il faudrait voir plein de choses qui peuvent m'inconforter, ne serait-ce que la sciatique ou des choses comme ça. Mais en tant que créature sociale, je ne suis pas insécurisé. Je suis sécurisé. C'est ça la bourgeoisie. C'est accéder à un quotidien sécurisé. Le prolétaire, inversement, il est en permanence insécurisé parce qu'il ne sait jamais s'il va garder son boulot. S'il n'en a pas, il ne sait jamais s'il va en trouver. Et puis peut-être qu'il habite effectivement dans un quartier où il y aurait de l'insécurité au sens le plus médiatico-courant du terme. Oui, tout à fait, bien sûr, absolument. C'est dans les quartiers prolos qu'il y a le plus de délinquance, etc. Bien sûr, de trafic de drogue, de tout ce qu'on veut. Et il peut en être lui-même à la fois parfois l'agent et puis parfois la victime. Donc, je passe sur tout un tas d'aspects de l'insécurité prolétaire. En tout cas, elle rend tout à fait logique la demande autoritaire d'un corps populaire. Voilà ce que les gens de gauche devraient bien encaisser avant d'être toujours dans l'étonnement, dans le paradoxe. Ah, si seulement les prolétaires accédaient à la conscience prolétarienne qui les fasse voter tous à l'extrême gauche. Arrêtons de nous désoler, regardons comment ça marche, quoi. Moi, c'est toujours mon principe, c'était mon principe dans le bouquin. Essayer de voir toujours prendre les créatures sociales comme des machines, voilà, au sens pascalien du terme, et voir comment fonctionne la machine, voilà, sans jugement, sans rien. Et l'affect plus spécifiquement identitaire, pour toi, il est transversal aussi, ou il est quand même plus ramené à une classe donnée ? C'est compliqué, mais c'est vrai que je dirais qu'à un moment, j'identifie chez M, je fais la sociologie de M un peu, je suis obligé de faire des hypothèses, parce que M ne veut pas me lâcher d'informations sociologiques sur sa situation, ce qui déjà pour moi est une information d'ailleurs. Cette absence d'information est une information sur lui, qu'il veuille absolument faire mystère autour de sa situation sociale. Je perçois chez lui finalement une origine petite bourgeoise ou de petit commerçant, qui m'a d'ailleurs été confirmé entre-temps par quelqu'un qui le connaît. Donc j'étais assez content de mon intuition. Ouais, on a un peu le pif quand même quand on commence à avoir un peu de bouteille et qu'on est un peu, on a quelques petits repères politiques depuis maintenant 35 ans, on finit par avoir un peu d'intuition, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène, c'est-à-dire que moi aussi je viens de la petite bourgeoisie, mais moi c'est pas la même petite bourgeoisie, c'est la petite bourgeoisie fonctionnaire, fils d'enseignant de gauche. Et donc moi j'ai été conditionné à ne pas penser les problèmes de façon identitaire, mais à les penser socialement. Voilà. Moi j'ai été conditionné et déterminé, et puis ensuite je me suis un peu plus construit par mon propre travail, ma propre pensée, et puis la pensée de mes amis, et puis la pensée des livres, et puis l'observation du réel surtout. Mais j'ai pris le pli de considérer que la détermination culturelle et identitaire des problèmes est très seconde, et que la détermination principale et la contradiction principale, comme aurait dit Mao, c'est la détermination de classe, c'est la contradiction de classe, quoi. M, très clairement, n'a eu rien dans sa vie qui l'ait initié à ce mode analytique. Donc, il a plutôt traduit en termes identitaires, ce qui est pour moi, a priori, l'effet d'abord d'une sorte de colère, de frustration en lui. Il y a quelque chose comme un mécontentement. Alors, de quelle nature est ce mécontentement ? Ça, ma foi, mystère. En tout cas, il est là.
Et il a plutôt ce mécontentement, quand il s'est exaucé en politique, en positionnement politique, a pris la forme du paradigme identitaire, a emprunté au paradigme identitaire, parce que c'était celui, à mon avis, qui était à disposition dans son environnement social. Moi, ce n'était pas le mien. Et donc, on se retrouve comme ça, front contre front, parce qu'on n'a pas eu les mêmes déterminations. Donc oui, je pense que j'ai rencontré un M récemment, après la publication du livre. J'étais à Nantes et je suis dans le tramway, et un jeune, 20 ans, je dirais, m'aborde. Et il me dit, bah, c'est marrant, j'ai acheté votre livre, je vais le lire ce week-end. Alors, je dis, ah, d'accord. Et je pensais tout de suite que c'était un sympathisant, quoi, enfin plutôt type de gauche, on va dire. Et il me dit, ah, mais moi je pense que je vous ai entendu à la télé, à la radio, bon, moi je suis plutôt du côté de M, c'est pour ça que ça m'intéresse votre livre. Et bah, ouais, le profil, je le connais par cœur, parce que j'ai aussi un peu grandi avec ces gens-là. C'était un type qui vient de Vendée. Là, Vendée, c'est le département en dessous de Nantes, dans lequel moi je suis né, j'ai un peu grandi. Et il est, à mon avis, fils d'agriculteur. Voilà. Je parle à un moment une autre créature que j'appelle S, et qui est le fils d'agriculteur. Lui, il tient un bar. Ouais. Et fils d'agriculteur de droite. Comme souvent les agriculteurs dans la tradition française, qui ont toujours été voilà, du côté de la petite propriété, y compris les petits paysans. Bon, il y a toujours eu un vote un peu réactionnaire et conservateur de la paysannerie en France, à quelques exceptions près. Moi, mon grand-père était paysan communiste, donc ça a pu arriver qu'il y ait des alternatives. Mais globalement, c'est ça. Donc on a des conditionnements qui font que, effectivement, mon S, qui lui aussi est alors vraiment une espèce de boule de rage, quoi, c'est rageux, on pourrait dire, a traduit politiquement sa rage en termes identitaires, culturels, plutôt que la traduire en termes de classe. Parce qu'à la maison, il n'a pas du tout entendu parler de classe sociale, je pense. Le rapport de classe à la maison, chez ces petits propriétaires de parents, qui sont sans doute des gens adorables, hein, je ne fais pas de jugement dans tout ça. Et surtout pas de S d'ailleurs, qui est un brave mec. Tout ça, c'est des cheminements socio-intellectuels, socio-conceptuels, qui font que, bah oui, à mécontentement égal, eh bien, on a des traductions politiques très très inégales. Donc je pense qu'en général, les jeunes identitaires, ceux dont M pour moi est l'emblème, et c'est aussi parce que j'en avais rencontré plein que j'ai fait le livre, parce que j'avais repéré cet archétype, et c'est vrai que socialement, on retrouverait toujours un peu les mêmes eaux sociologiques quand même. Hein. Je veux dire, en tout cas, c'est des gens qui, dans leur généalogie politique, leur construction politique, n'ont pas rencontré le paradigme de classe ou le paradigme social. Comme moi, j'ai pu le rencontrer par ma famille, par mes amis quand j'avais 14-15 ans. Voilà, j'ai rencontré une bande de gauchos dans un lycée bourgeois, et puis ensuite par le milieu punk, et puis ensuite par tout un tas de choses, quoi, par les lectures, Bon, alors ils ont rencontré quoi? Ils ont plutôt rencontré Soral sur YouTube. Voilà ce qui a été à disposition comme intellectuel pour eux. Et à 25 ans, ça donne ça. J'avais aussi envie de t'interroger sur justement sur le bloc bourgeois, en fait. Parce que dans Histoire de ta bêtise, ton essai précédent, tu fais plutôt l'hypothèse d'une bourgeoisie que tu appelles cool, dont finalement l'objectif ce serait d'évacuer la conflictualité du champ social en prenant tout un ensemble de valeurs d'ouverture, de tolérance, qui pour toi fondamentalement sont hypocrites dans la mesure où, enfin fondamentalement ce sont des boutiquiers avant tout. Or, dans notre joie, tu décris plutôt une bourgeoisie qui connaît, on va dire, une radicalisation autoritaire et identitaire. Et donc, on peut dire là qu'ils ont plutôt tendance à souffler sur les braises, comme on dit. Donc, comment t'expliques cette bascule je crois que je le disais un petit peu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est toujours à proportion de la puissance de la contestation qu'il aurait opposée. Voilà, tout simplement. Je pense que dans un bourgeois cool, il y a toujours un boutiquier qui est au travail, et dans un boutiquier, il y a des modalités différentes de l'éthos commercial, quoi. C'est-à-dire, l'éthos commercial, c'est celui qui vous sourit quand vous rentrez dans sa boutique. L'éthos commercial, c'est très intéressant de l'étudier, quoi. Est toujours très doucereux, toujours très feutré, puisqu'il faut que tu rentres dans la boutique. Donc je souris, c'est le sourire de ma boulangère, très sympathique au demeurant, c'est le sourire de tel vendeur chez H&M, on leur demande d'ailleurs de sourire, c'est le sourire des hôtesses de caisse aussi dans les supermarchés, où il y a même un protocole, hein, bonjour, merci, sourire. Bon, voilà, le commerçant, par ailleurs, il faut toujours qu'il fasse un peu régner la confiance, hein, parce que la confiance, c'est le commerce. C'est les affaires, la confiance, parce que si les gens ont confiance, eh bien ils n'épargnent pas, ils dépensent, parce qu'ils savent qu'ils gagneront. Donc tout ça, il faut créer une espèce de think positive. Hein, pour que le commerce tourne bien, il faut du think positive.
Et puis, en même temps, le commerce a quand même un soubassement beaucoup plus violent, qui est celui de l'appropriation, qui est celui de l'extorsion de la force de travail de ceux qui produisent les biens qu'on va commercialiser. L'accumulation primitive, pour Marx, elle est tout à fait violente. C'est par exemple le pillage du monde entier par les forces occidentales européennes au XIVe, XVe, XVIe siècle. C'est la première grosse accumulation du capitalisme. Donc le commerce a toujours été ça. C'est sourire de devanture, la devanture du magasin, et derrière, la dégueulasserie, la violence faite aux corps qui produisent, la violence faite aux prolétaires qui vendent, et puis la violence faite aussi aux vivants, l'extraction des richesses, l'extraction des matières premières, tout ça. Bon, donc voilà, le commerçant est de toute façon il est biface. Il y a une phase qu'il dissimule plutôt, et il y a une phase qu'il affiche. Encore une fois, à partir du moment où les forces contestataires mettent en avant la conflictualité du corps social, disent on n'est pas d'accord avec cet état de fait, nous ne nous laisserons pas arraisonner par, disons, le côté mielleux de la marchandise, quoi. On ne va pas se laisser faire, nous ne sommes pas contents. Alors là, le boutiquier va faire ressortir sa violence primitive. Eh oui, puisqu'il est menacé dans ses affaires mêmes. Et quand on le menace dans ses affaires mêmes, il rigole beaucoup moins. Ça, on peut toucher à tout, mais pas aux affaires. Donc là, on y va. Et donc, je le disais déjà dans l'histoire de ta bêtise, ça a été peu vu et c'est bien dommage. Je l'ai redit dans un entretien que j'avais publié qui s'appelait « Jésus, les bourgeois et nous ». Et j'ai achevé le travail dans notre joie en redire ne nous méprenons pas, les amis. Quand je parlais de bourgeoisie cool, c'était des effets d'affichage. Le fond de la bourgeoisie, c'est la boutique, et le fond de la boutique, c'est la violence. Voilà. Et donc, Fillon, Macron, même combat. Et le quinquennat m'a bien donné raison. Je veux dire, d'ailleurs, il y a énormément de... Pour l'anecdote, mais ça, c'est toujours... En soi, tout ça n'a aucun intérêt. Mais ça a toujours un intérêt de symptôme. J'entendais hier soir, dans un des nombreux commentaires verbeux de la sinistre élection en cours, que 30% des gens qui avaient voté Fillon en 2017 s'apprêtent à voter Macron. Voilà un symptôme parmi 1000 autres, du fait qu'il y a une grande réconciliation du bloc bourgeois et que, entre la coolitude et, disons, la matraque, il n'y a que la différence qu'il y a entre deux moments de la vie bourgeoise en général. En fait, moi, je m'interrogeais sur le côté, comment dirais-je, parce qu'effectivement, le but étant toujours que les affaires fonctionnent au mieux, et de conserver l'ordre social qui les favorise, mais dans un premier cas, quand tu décrivais la coolitude de la bourgeoisie, la stratégie, c'était rassembler pour mieux régner, en fait, donc qu'il y ait moins de casse possible pour conserver les affaires. Et là, il semblerait, on aurait tout un tas de symptômes, je veux dire Bolloré, etc. Il semblerait que là, ce soit divisé pour mieux régner, c'est-à-dire que précisément, on nous rebat les oreilles des débats identitaires. Oui, alors attends, là, il faut que tu fais bien de me dire ça, c'est une très bonne, non pas objection, mais remarque, parce que ça me permet de préciser. La conflictualité que veut masquer la bourgeoisie est la conflictualité de classe. Toutes les autres conflictualités, lui, sont bonnes, puisqu'elles masquent la première. Donc, bien sûr, la conflictualité identitaire. Bien sûr. Je veux dire, si on met dans la tête du prolo que le rapport conflictuel dans lequel il est pris est un rapport de français à maghrébin, tout ça, c'est des espèces de variations identitaires, plutôt que la conflictualité entre lui, comme prolo, n'ayant que sa force de travail, et ceux qui possèdent les moyens de production et qui l'exploitent, mais c'est une affaire géniale pour les dominants. Donc Bolloré, qui était vraiment très très intéressant comme figure du capitalisme autoritaire, pléonasme, en tout cas figure d'un capitalisme qui ne se cache pas d'être autoritaire, continue à faire des affaires et continue à installer son règne de capitaliste en diffusant, en envoyant ses chroniqueurs et en inventant une chaîne, et puis maintenant deux, en achetant Europe 1, et puis bientôt le Journal du Dimanche, où c'est déjà fait, je ne sais plus, et puis d'autres journaux,
en répandant la parole identitaire et la conflictualité identitaire, dont vraiment le but, en tout cas le résultat et la conséquence, est toujours de masquer la conflictualité de classe, quoi. Qu'est-ce qu'on doit donc opposer à, par exemple, Éric Zemmour en ce moment et autres chiens de garde du capitalisme? Éric Zemmour est un chien de garde du capitalisme. Hein, et c'est précisément de ça qu'il faudra lui parler, plutôt que de rentrer dans ces trucs de est-ce qu'on va donner des prénoms français ou arabes ou je sais pas quoi aux gens qui habitent en France. C'est le sujet, mais qui est un sujet de niveau CP. Je veux dire, moi, je me déshonorerais à rentrer dans ce genre de sujet. Mais il y a des gens qui font l'erreur d'y entrer. Plutôt que de dire à Zemmour une chose simple, tu es, d'une certaine manière, la voix du capital. Et y compris la voix du grand capital mondialisé européen que censément tu pourfends depuis 30 ans, en tant que souverainiste. Cette espèce de mot dont il m'apparaît de plus en plus qu'il ne veut rien dire, et qu'il est la confusion des confusions. Donc voilà, je pense que il faut bien rappeler que toutes les conflictualités sont bonnes, toutes les oppositions sont bonnes à installer dans le corps social, sauf l'opposition de classe. Tout sauf ça. D'ailleurs, moi je vois bien, c'est très très frappant, je l'ai souvent dit, mais je vais le redire parce que c'est très frappant comme... Si tu prends encore une fois, tout ça c'est des bons symptômes. Moi je regarde ça comme du théâtre symptomatique, symptomal. Si tu regardes la fameuse émission de Pascal Praud, qui est quand même devenue une émission importante, je dirais, dans le dispositif de propagande générale, libérale autoritaire, ils adorent inviter un journaliste ou je ne sais quelle figure de centre-gauche, que eux, évidemment, ils vont appeler un mec de gauche, tout court. Lequel centre-gauche, à lui, en tant que libéral, en tant que pro-capitaliste, pas du tout intérêt de mettre en avant lui-même les rapports de classe. Donc c'est spécialisé dans un certain nombre de thématiques sociétales, voilà. Et donc ils vont parler la même langue avec Pascal Praud. Le duo actuel, c'est Pascal Praud, Laurent Geoffrin. Mais on avait déjà d'autres duos que je citais déjà dans l'histoire de ta bêtise. Zemmour, voilà, Glucksmann. Voilà, Zemmour, Glucksmann. Voilà, c'est toujours le même truc en fait. On prend un type de centre-gauche qui lui-même en tant que bourgeois libéral ne parlera jamais du rapport de classe, va plutôt parler du rapport identitaire, et ils vont parler la même langue et ils vont s'engueuler. Et comme ça, Pascal Praud pourra dire, regardez la gauche, c'est l'écriture inclusive, c'est le woke, machin. Par contre, et j'appelais déjà ça dans l'histoire de ta bêtise, le tiers absent, le grand angle mort, celui qu'on n'invite jamais, et celui que Pascal Praud n'invitera jamais, hein, c'est un représentant de la gauche radicale qui mettrait en avant les problématiques de classe. Alors là, il serait bien emmerdé, Pascal Praud. Il serait bien emmerdé parce qu'il aurait en face de lui quelqu'un qui lui dirait « Pascal, moi je ne vais pas rentrer sur l'écriture inclusive avec vous, je ne vais même pas rentrer sur l'immigration, je ne vais même pas rentrer sur tous vos trucs là, et puis je sais pas quoi, puis la GPA, puis machin. Moi je vais vous dire, Pascal, que vous êtes issu de la bourgeoisie catholique nantaise, que je connais bien, puisque je faisais déjà la baston avec elle quand j'avais 15 ans. Et en plus, on a à peu près le même âge, je sais très bien dans quel lycée il était. Il vient de la bourgeoisie catholique nantaise. Et c'est bien en tant que bourgeois catholique qu'il s'exprime, tout le temps. Voilà. Plus bourgeois que catholique, d'ailleurs. Voilà, alors là, il serait très très emmerdé. Ah, ça lui niquerait son plateau, là, d'un seul coup. Parce qu'il ne pourrait pas installer cette idée que, comme j'entendais Onfray dire encore hier, que la gauche est le woke. Que la gauche, le grand truc de la gauche en ce moment, c'est d'être pour la GPA et pour le transhumanisme. Voilà comment Michel Onfray arrive à lui-même... C'est-à-dire, si tu veux abattre ton chien, dis qu'il a la rage. Si tu veux légitimer le fait que toi, tu es passé de quelqu'un qui passait pour être de gauche il y a 20 ans à pratiquement l'extrême droite, hein, Michel Onfray, eh bien, dis que la gauche, c'est le diable. Voilà ce qui se passe. Donc, toujours réaffirmer, c'est pour ça que c'était aussi le cœur de notre joie, réaffirmer le rapport de classe comme étant central dans la structuration d'une société. Voilà le geste de gauche, de base, que tous les gens de gauche devraient faire, et c'est ça qui permet d'imposer notre propre problématique sur la place publique. Dès lors qu'on entre dans les problématiques des autres, on est foutu. C'est ce que j'appelle un peu, à un moment, rentrer dans les débats de merde. Si je me laisse embarquer dans un débat sur le voile, la question du voile m'intéresse, tout m'intéresse. Même l'écriture inclusive pourrait m'intéresser. Même tout ça. Je veux dire, j'ai un avis sur tout. En revanche, en termes de stratégie politique et en termes d'hygiène intellectuelle, je ne me laisserai pas embarquer dans un débat sur le voile. Voilà. D'ailleurs, dans notre joie, tu fais un peu le portrait d'une certaine gauche qui s'éloigne de la question sociale aussi. Est-ce que tu fais un rapprochement entre cette gauche-là et la bourgeoisie cool que tu décrivais dans Histoire de ta bêtise, ou c'est des phénomènes différents? Ah non, là il faut bien faire la part des choses. Il y a cette espèce de bourgeoisie cool qui effectivement se repaît d'un certain nombre de thèmes sociétaux.
Voilà, bon, ces gens-là votaient PS, maintenant ils votent Macron, l'un ou l'autre, peu importe. Bon, on connaît bien, tout ça pour moi c'est du marketing, c'est des effets d'affichage cool. Voilà, je redis, et pour la millième fois et la dernière fois, qu'on trouvera une parfaite démonstration quotidienne de cette forme d'occupation de l'espace social en regardant l'émission qui s'appelle Quotidien. Oui, voilà. Tout est dit. Je pensais à ça aussi. Tout est dit. Il n'y a pas de problème, laissons-les parler, regardons-les faire, et on a tout ça. Non, ceux dont je parle un peu plus dans notre joie, dans la deuxième partie, quand je parle vraiment, je dirais, où en est le camp social, c'est des gens qui sont beaucoup plus consistants et qui mettent en avant, effectivement, le thème racial, les problématiques de genre, les problématiques de race, les problématiques d'oppression raciale et d'oppression de genre. Ces gens-là, moi, je me sens très, en camaraderie avec eux, en grande camaraderie. Ils ont absolument raison de convoquer sur la place publique le fait que des racisés se font emmerder, et commencent par être racisés d'ailleurs, puisque c'est ça le génie de ce terme. Terme très intéressant intellectuellement. C'est le corps social qui te racise, et donc tu te retrouves racisé. Et t'ayant racisé, il t'exclut en tant que tel. C'est la grande perversité du corps social. Bon, même chose pour les problématiques de genre, sur la domination masculine, sur le patriarcat, même si Emmanuel Todd nous invite à avoir des bémols sur cette notion, mais laissons le confus Manu là où il est. Je l'appelle le Manu le confus. En même temps, il n'est pas inintéressant. Donc tout ça est intéressant, je veux dire, pour moi ça convoque dans l'espace public des problématiques qui correspondent à des réalités, et c'est ça qui m'intéresse moi. Ces gens-là, ces minorités-là, ces organisations-là, ces associations, ces partis parfois, amènent dans l'espace public des problématiques qui sont liées à la réalité qu'ils vivent ou qu'ils observent, à savoir le fait que des minorités racisées ou de genre ou sexuelles sont opprimés en tant que tels ou dominés en tant que tels, assignés en tant que tels, réduites en tant que tels un certain nombre de places, un certain nombre de... Voilà. C'est de la réduction, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Et donc ces gens-là ont bien raison de faire acte de présence et de dire nous voulons nous émanciper d'un certain nombre de carcans qui nous sont imposés. Alors après, la question se pose, qui est une question pointue en ce moment du côté de la gauche radicale, de comment faire cohabiter les paradigmes. Un paradigme de classe pure et un paradigme qui convoquerait la différence raciale, ou le conflit racial, ou l'oppression raciale. Voilà. Ça, c'est une question très pointue qui est beaucoup discutée. Je veux dire, moi, je pense que tout ça peut cohabiter très très bien, à condition, comme disait, Lordon a dit un truc très très bien là-dessus. Il a dit, veillons d'abord à ce qu'il n'y ait pas incompatibilité entre toutes ces luttes. Voilà. Essayons d'être cohérents entre nous. Donc il donnait 2-3 exemples où il y avait des luttes qui parfois empiétaient sur les autres et affaiblissaient en tout cas d'autres modes de lutte. Donc là il faut veiller à ça, la compatibilité des luttes et le fait qu'on se soutienne plutôt que de se défoncer les uns les autres. Après moi je pense qu'il faut prendre toujours des situations. Tu trouveras des situations précises où il me semble que l'oppression raciale domine l'oppression de classe. Et puis parfois, tu verras que l'une est seconde par rapport à l'autre. Mais ça, il faut être précis, il faut bien décrire les situations. Quand un George Floyd se fait, je prends cet exemple emblématique parce qu'il est connu, se fait donc étouffer dans les conditions qu'on sait. Bon, à quoi est-ce qu'on a affaire? Est-ce qu'on a affaire à un flic dont l'énergie morbide, mortifère, parce que c'est vraiment ça qu'on constate sur la vidéo, je ne sais pas s'il a envie de tuer, mais il est dans une pulsion de faire du mal à la bête. Bon, alors, il était connu pour violence policière. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs sa violence policière? Elle est quoi? Elle a quoi comme affect maître? Un affect racial? Ou est-ce que c'est un affect social? Je ne pense pas que ça puisse être un affect social. J'ai pas l'impression qu'au moment où ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, étouffe George Floyd, il ait envie d'étouffer un prolétaire. Moi j'ai l'impression qu'il étouffe surtout un noir. Voilà. Donc dans cette situation, eh bien, les gens qui ont réagi à cette situation, mondialement d'ailleurs, ont bien eu raison de mettre en avant le slogan Black Lives Matter, et non pas Prolo Lives Matter. Oui, parce que là, il me semble que le fait racial était dominant. Donc il faut regarder au cas par cas, voir dans quelle situation. Après, moi, je reste fondamentalement un marxiste.
Je crois que fondamentalement, en tout cas d'un point de vue systémique, d'un point de vue macro-planétaire, je dirais, enfin planétaire, l'entrée socio-économique reste la plus pertinente, en tout cas celle qui est susceptible d'embrasser toutes les autres, d'inclure toutes les autres. Voilà. Alors après, si je termine sur le truc, ce que je disais où je suis un peu plus poil à gratter, je déteste l'expression, mais bon, c'est la seule qui m'est venue, par rapport à ces mouvements-là dans le livre. Là, c'est mon côté prendre des choses un peu toujours par la psychologie et par l'individu, et de façon presque terre-à-terre. Je vois des fois, dans certains mouvements de racisés, une pulsion prioritaire de vouloir niquer la gauche sociale. Et là, je leur dis, mais foutez-nous la paix. Voilà, c'est tout ce que je dis. Arrêtez de constituer les gens, alors ce que vous appelez la gauche blanche. Et je dis dans le livre à quel point le mot gauche blanche à la fois m'énerve, mais en même temps, et je dis qu'il m'énerve parce qu'il est juste et parce qu'il est injuste. Mais il est juste. Je vois bien ce que ça peut vouloir dire gauche blanche. Et je crois que j'en viens plus ou moins, moi, par éducation. Je pense que mes parents, c'est la gauche blanche. Et je pense que c'est un concept intéressant. En même temps, c'est un concept énervant parce qu'il est un peu injuste. Il devient injuste si, quoi que tu dises, tu es ramené à ça. Là, tu te retrouves toi-même en position d'assignation raciale. Tu n'étais pas content, quoi. Donc je prends l'exemple, par exemple, d'un truc... Bon, il y a beaucoup de vécu dans ce livre. Une soirée que je fais à Pantin avec des amis qui ont fait une liste municipale un peu comme ça, une liste alternative, quoi. Donc je viens un petit peu pour les soutenir, en tout cas discuter avec eux. Réunion un peu publique, on discute, on fait quelques ateliers. Bon. Et puis, il y a un copain, enfin non, une connaissance, un maghrébin, je suis obligé de le préciser, parce que c'est important pour la suite, qui est là, donc on se salue, ça va, on s'est un peu parlé par Facebook, lui il est là, il participe, il est venu de la banlieue sud, et le lendemain, dans un message, il me dit ouais, cette soirée, ça faisait un peu gauche-blanche quand même. Là, je trouve que t'exagères. Les mecs, effectivement, c'était plutôt de la petite classe moyenne, un peu blanche, comme on en trouve dans les banlieues limitrophes de Paris, quoi, dans les Pantin, Montreuil, Bagnolet. En même temps, ils avaient fait la réunion en plein quartier, au pied des tours. Ils essayaient vraiment de ramener un maximum de gens. Pourquoi est-ce qu'ils avaient monté cette liste? Pour que les quartiers populaires soient plus représentés, en tout cas qu'il y ait une voix qui les porte, etc. Et donc, je trouvais vraiment très injuste de parler de gauche blanche ce soir-là, quoi. C'est là que je trouve que parfois, il y a une atmosphère de règlement de compte qui me paraît pas opportune si l'urgence c'est vraiment de constituer une espèce de bloc de subversion et de réplique à la très brutale offensive libérale autoritaire à laquelle on a affaire. Je crois qu'on perd son temps à revenir éternellement et sempiternellement sur le fait que la gauche n'aurait pas suffisamment bien réagi au moment des émeutes de 2005. On perd notre temps. Et en plus, c'est pas si vrai, mais bon, je passe. Alors, dans Histoire de ta bêtise, tu décrivais aussi les goûts esthétiques de la bourgeoisie cool. J'ai envie de t'interroger sur les goûts esthétiques du camp auto-identitaire, comme tu le dis, avec ce beau mot valise qui réunit autoritaire et identitaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus ? D'abord, je ne suis pas si renseigné que ça. Je passe pas ma vie à les observer. Bon, après, j'ai 2-3 intuitions. Je les vois un peu faire, quand même. Il m'est parvenu des choses jusqu'à mes oreilles et jusqu'à mes yeux. Bon, il y a une première chose que j'ai... Bon, c'est d'ailleurs un article que j'ai écrit récemment dans Socialterre, où j'ai écrit un article qui s'appelle « Il n'y a pas de dystopie de gauche ». Alors, je me suis rendu compte, à travers M, mais à travers pas mal d'autres gens que j'ai pu croiser, qu'ils étaient très portés sur les dystopies. Ah, tiens. Pourquoi très porté sur 1984 ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Et il y a un moment où la répétition d'un motif, à savoir le croisement entre des jeunes identitaires et la dystopie, soit par livre, soit par film, ou par série, ou par jeu vidéo, tiens, pourquoi pas, à un moment, observant la récurrence de ce croisement, je finis par y voir une sorte de fait logique. Alors, quelle serait la logique au travail ? La logique au travail, elle est esthétique. Elle est esthétique, parce que je crois que le rapport qu'on a à un film et à un livre est toujours, presque indépendamment du message qu'il porte, on a toujours affaire à des formes. Et est-ce qu'on se sent bien dans les formes, notamment au cinéma ? Est-ce que je me sens bien dans la forme qu'on me propose ? Et donc je prenais l'exemple dans mon article de Dune, parce que c'est la dernière dystopie que j'ai vue au cinéma. Et est-ce que je me sens bien dans ce film qui est fondamentalement qui emprunte à l'esthétique martiale ?
qui ne cesse de dénoncer l'Empire, bien sûr, on est toujours du côté des résistants à l'Empire, mais qui ne cesse d'emprunter à la scénographie de l'Empire, avec des grandes poses comme ça, très solennelles, très verticales, une raideur minérale, beaucoup aussi d'emphase, hein, comme les empires aiment bien se produire dans l'emphase. Le film est très emphatique. Donc je pense que dans l'adhésion à la dystopie, il y a adhésion à une esthétique de l'ordre. Une esthétique autoritaire en tant que telle, qui ne serait-ce d'évacuer notamment le vivant et la multiplicité, et qui emprunte finalement à l'unicité impériale. L'Empire, c'est ça, c'est arraisonner un peu toutes les forces contestataires pour que toutes parlent d'une même voix. Tout le monde se range derrière l'Empire. Hein. Les peuples subversifs, les peuples séditieux, on va les ranger, on va les réduire. D'ailleurs, comme je le dis dans Notre Joie, c'est une expression militaire. Hein. Quand vous avez une ville qui est en insurrection, un général dira « nous allons essayer de réduire ». Alors notamment pendant la Commune, il fallait essayer de réduire Paris. J'adore ce verbe. Réduire, ça veut dire exterminer, hein, globalement, ce qui a été fait avec les communards, massacrer tout le monde et qu'on n'en parle plus. Mais j'aime réduire parce que je pense que fondamentalement, c'est ça qui est au travail dans ce que j'appellerais le schème identitaire et peut-être la psychologie fondamentale de l'identitaire. Il veut réduire. Il veut réduire la multiplicité au un. Il faut simplifier les choses, parce que sinon, ça le panique. Le chaos le panique, la pluralité le panique, et donc il faut ramener au un. Donc je pense qu'effectivement, c'est ça que trouvent pas mal de gens qui seraient un petit peu dans cette humeur-là, dans ce tempérament identitaire et autoritaire. C'est ça qui les fait tellement apprécier les dystopies. Les dystopies ont toujours un peu la même gueule. En gros, la dystopie, c'est toujours, on nous annonce toujours un monde totalitaire, quoi, globalement. Alors, comment se fait-il que ces gens, qui sont quand même plutôt des autoritaires, se font croire à eux-mêmes et nous font croire à nous que s'ils aiment 1984, c'est parce qu'ils sont du côté d'Orwell, ils seraient du côté de la contestation du totalitarisme. Mais pas du tout. Vous aimez 1984 parce que vous adorez vous retrouver dans un livre qui déplie du totalitaire. Bah alors, quand même, ne vous mentez pas à vous-même. Et je pense qu'ils se mentent très largement à eux-mêmes, d'ailleurs. Je pense que M, quand il fait l'apologie d'Orwell et de 1984, il pense vraiment qu'il est du côté disons, d'une réplique au totalitarisme. Et non pas dans une adhésion au totalitarisme. Et là, on est parti sur la confusion, de nouveau. Là, on peut faire jouer l'idée que Orwell était socialiste, et donc ça prouve bien que, tu vois, moi, je ne suis pas d'extrême droite, puisque j'aime un socialiste. Ah oui, mais tu aimes un socialiste par où il a commis un livre qui te permet d'épancher tes affects autoritaires. Donc il y a une logique. Donc tu es bien un autoritaire. Ne te fais pas croire le contraire. Voilà ce que je pourrais dire sur les goûts esthétiques de... Mais je vois bien, d'ailleurs, bon, si je vais prendre un peu les guignols qui officient actuellement dans cette sphère. Comment il s'appelle, Rochdy, là, Julien Rochdy. Bon, bah, il nous fait un truc sur les chevaliers. Bon, bah donc voilà, on peut comprendre pourquoi, depuis toujours, à l'extrême droite, en tout cas dans ce périmètre dont le terme extrême droite n'est pas suffisant à expliquer les vrais soubassements. J'ai toujours constaté un certain goût pour l'héroïque fantasy. Voilà. Mais oui, parce que le Moyen-Âge et les chevaliers, et puis je pense que le monde chevaleresque est un monde de domination masculine, ou en tout cas comme ils diraient eux-mêmes, de complémentarité entre les sexes. Alors la complémentarité, on la connaît bien, c'est le chevalier qui est sur son cheval et qui fait un tournoi, ou qui va à la guerre pour éradiquer les croisés, ou mettre hors d'état de nuire les morts qui nous envahissent, les morts M-A-U-R-E-S, et puis il le fait et il ramène son trophée à la gente dame qui est restée dans sa tour, qui est restée au château. La femme est donc assignée à résidence, la femme ne fait pas la guerre, la femme ne sort pas, elle regarde le chevalier qui combat. Le chevalier y trouvant d'ailleurs motif à vaillance, enfin en tout cas une sorte de mobile affectif ou de ressort affectif pour se battre mieux. Il faut être digne de la gente dame. Donc voilà, donc je pense que c'est un partage comme ça des tâches qui correspond assez bien au tableau de la répartition des rôles entre les genres que dessinent en permanence les autoritaires, quoi. En parlant de complémentarité, on voit très très bien de quoi ils veulent parler, quoi. La femme à la grotte et puis l'homme est en train de chasser, quoi. Donc
Donc oui, on trouvera bien dans l'heroic fantasy à peu près ce genre de schéma. Alors certains me diraient, oui, mais maintenant il y a une heroic fantasy dont les héroïnes sont des femmes, et des femmes maintenant à cheval, donc on a inversé les genres, tout ça. Oui, alors moi c'est ce que j'appelle la permutation. Vous faites permuter les motifs, c'est-à-dire que ce qui était occupé par les hommes va être occupé par les femmes, ou enfin le motif reste le même. Donc si le féminisme dans l'art consisterait à garder des rôles virilistes et simplement les faire investir par des femmes, je ne trouve pas que ce soit une conquête très intéressante. D'accord. Alors, je fais un dernier lien avec Histoire de ta bêtise, mais toujours pour parler de notre joie. Dans Histoire de ta bêtise, tu décrivais aussi les mots vides de sens de la bourgeoisie cool, que tu appelais, selon le mot de Gilles Deleuze, des dents creuses. Est-ce que tu pourrais nous dire, tu en as un peu parlé d'ailleurs, mais est-ce que tu pourrais nous donner les principales dents creuses du corpus identitaire? Alors, alors je pense que c'est un corpus qui n'est fait que de dents creuses. Pour moi, alors ça c'est la première partie du livre, c'est les 50 premières pages de Notre joie. C'est de montrer le verbe autoritaire. Et le verbe autoritaire, effectivement, n'est constitué que de signifiants creux, parce qu'en fait, il est une pure construction verbale, il est une construction fantasmatique, et donc verbale, le verbe se mettant au service du fantasme, et le fantasme venant, encore une fois, d'affects fondamentaux que j'ai essayé déjà de décrire. L'entité centrale, dire la dent creuse des dents creuses de tout l'édifice verbal identitaire, c'est bien sûr la nomination d'un peuple ou d'un pays, érigé en valeur. Alors la France est quand même le signifiant des signifiants chez eux. Pour certains, l'Europe, il y a des variétés, il y a des variantes. L'Occident, des trucs comme ça, quoi. La civilisation. Donc voilà, ça c'est des constructions. Et effectivement, dès qu'on leur demande, alors tu dis la France tout le temps, très bien, qu'est-ce que tu mets dedans, quoi? Et on se rend compte assez vite que non seulement ils sont très très vite, ils ne savent pas quoi répondre, bien sûr, ils racontent des choses tout absolument contestables, réversibles, M me dit par exemple, c'est la continuité d'un esprit anti-impérial. Bon, tu dis, par ailleurs, la France a été un des grands pays impérialistes, donc anti-impérial, la France, Et là, je pourrais dire que je l'ai coincé ce soir-là en lui disant, mais c'est marrant, tu fais un trait fondamental de la francité, l'anti-impérial, alors que c'est vraiment, pendant 4 ou 5 siècles, une des 2 plus grandes puissances impériales en activité sur la planète, Angleterre, France, puis après. C'est pas un problème. Et là, c'est ça en fait qu'il faut comprendre chez eux, c'est que c'est pas un problème. C'est-à-dire que vraiment, leurs signifiants, on demande à leurs signifiants de rendre des comptes par rapport à la réalité, et qu'ils sont tout à fait impuissants à le faire, eh bien cette impuissance dont on croit, nous autres, amis du réel, qu'elle va les coincer dans la discussion, ne les coince pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont jamais prétendu que la France veuille dire quoi que ce soit. Et précisément, le signifiant France leur est d'autant plus sympathique qu'il est creux et qu'il est vide. C'est parce qu'il est vide qu'il l'intéresse. Parce que du coup, eh bien, il s'accepte de la réalité. Et là, je vois qu'on est vraiment en contradiction totale, M et moi. Moi, j'ai une passion, mais qui est presque pathologique, qui me rend parfois nerveux et parfois insupportable pour le réel. Alors, évidemment, quand je dis ça, on dit oui, quoi, le réel, c'est quoi le réel? Bon, moi, je le dis comme ça, je pourrais expliquer davantage. Mais en tout cas, j'ai une approche du verbe, je vais le dire plus modérément comme ça. En tant qu'écrivain, phrase après phrase, l'instance de contrôle qui se met en place chez moi, en permanence, quand j'écris, c'est le réel. Il est là tout le temps. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire des mots. Est-ce que ces mots ont un contenu? Est-ce que ces mots ont une consistance? Est-ce que ces mots peuvent se rapporter à une réalité? Et c'est ça qui me permet de valider la phrase. Je vois bien que chez M, c'est exactement l'inverse. Un mot sera d'autant mieux validé qu'il a définitivement établi que ça ne correspondait à aucun réel, quoi. Alors là, je pense qu'on tient vraiment un des clivages fondamentaux, quoi. C'est-à-dire que d'où le mépris qui va se manifester pendant toute la soirée de M, mais que je crois être le mépris de tous les gens appartenant à ce périmètre, un souverain mépris pour la réalité. Et en fait, je finis par comprendre, en écoutant M, puis en écoutant tous les autres, que leur souverain mépris pour la réalité vient de leur goût pour le romanesque. C'est la chevalerie encore. Le romanesque, ça serait le réel, mais le réel qui vaut le coup, quoi. Le réel, la grandeur, quoi.
le réel épique, l'héroïsme. Et l'héroïsme, c'est quoi? C'est pas le réel, quoi, parce que le réel, c'est quotidien, c'est régulier, c'est un peu petit, machin. Le romanesque, c'est la rédemption du réel. C'est vraiment, comment dire, c'est du réel qu'on aurait raffiné, au sens où on raffine le pétrole, pour le transformer en une matière beaucoup plus noble, qui s'appellerait le romanesque. Alors là, je pense qu'on est dans des affects fondamentaux. Moi, je considère que le réel est beaucoup plus passionnant que le romanesque. Voilà, je considère que le réel a 1000 fois plus de talent que le roman. Parce que le roman, c'est toujours un peu les mêmes schémas. Mais comme ces gens-là aiment bien le même, alors ils aiment le roman, parce que ça rejoue toujours les mêmes motifs. Le chevalier, la gentille-dame, le chevalier, la gentille-dame, le vieux sage avec une barbe qui dit « oui, tu sais, petit », et qui fait de l'initiation pour le jeune impétrant qui est Luke Skywalker, ou dans Dune, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est joué par Chalamet. Enfin, c'est toujours les mêmes motifs, en fait. Le réel, au contraire, lui, a un principe de multiplicité, de variabilité, de précision. Je suis un peu trop long, mais je finirai en donnant juste une piste. Je pense que fondamentalement, dans l'imaginaire de ces gens, le romanesque est masculin et le réel est féminin. Comme quoi, décidément, cette histoire de masculin et féminin est vraiment centrale, quoi. Vraiment. Alors, je dis ça, ça a l'air d'être une piste un peu comme ça, mais j'invite chacun à y réfléchir. Bon, en intitulant ton essai « Notre joie », tu mets au cœur de son titre une notion d'ordre affectif et psychologique. D'ailleurs, tu attribues la catégorie de la joie plutôt à ton camp politique, celui de la gauche radicale. Quels sont pour toi fondamentalement les affects des autoritaires identitaires et en quoi y a-t-il incompatibilité selon toi de ces affects avec la joie? Évidemment, là, on rentre dans une zone trouble du livre qui est annoncée par son titre, quoi. Et là, je navigue à vue un peu, hein, j'écris à vue. Alors après, je me repasse et j'essaie d'être un peu plus cohérent, mais il est évidemment, à la base, il y a quelque chose de profondément indécent, mais tout à fait injuste et tout à fait insupportable de décréter que mon camp politique est du côté de la joie et le camp adverse serait incapable de joie. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très très indécent là-dedans et je comprends que ça puisse absolument énerver. C'est peut-être fait pour d'ailleurs. Bon, pour autant, dit comme ça, c'est énervant. Dès qu'on précise, peut-être que c'est davantage audible. Je ne dis pas qu'il faille y adhérer, mais on peut l'entendre davantage. Ce que j'ai essayé de dire, ce que j'ai essayé de faire, et ce qui, je crois, part d'une observation sincère de ma part, c'est que je ne vois pas sur quelle affirmation concrète s'appuie l'imaginaire politique de M et l'imaginaire politique des gens qui lui ressembleraient, quoi, ou auxquels il ressemblerait. Je ne vois pas sur quelle production d'émancipation réelle il appuie son adhésion à un certain camp politique. Je ne vois pas, en fait. Je ne vois pas sur quelle positivité, sur quelle réalisation affirmative il appuie son corpus. Alors, si ce n'est encore une fois des baudruches. On pourrait dire, il affirme la France, il affirme l'Europe, il affirme la civilisation occidentale, il affirme même un peu la chrétienté, parce qu'il a un truc comme ça, M. Et Zemmour est comme ça aussi, enfin, il rappelle que la chrétienté est très structurante comme pour la France, tout ça. Qui n'est pas exactement le christianisme d'ailleurs. Hein. La chrétienté, ça serait le moment où le pouvoir politique étant presque le représentant de l'Église, enfin en tout cas étant tout à fait accointé avec l'Église, construit cette espèce de royaume imprégné des valeurs chrétiennes et aussi de l'autorité chrétienne et aussi de l'institution chrétienne qui s'appelle la chrétienté, qui serait un peu le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et un peu après. Bon, bref. Donc, il peut affirmer ces choses-là. Il y a de l'affirmatif là-dedans. Mais sauf que, précisément, ce sont un peu des coquilles vides. Ben oui, c'est des coquilles vides. Parce qu'encore une fois, France, c'est quoi le contenu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça dit quoi, France? Europe, ça veut dire quoi? Civilisation, mais de qui? De quoi? Comment? Sur civilisation, tu aurais une définition, toi ou... Moi, j'ai vraiment du mal à pratiquer ces signifiants-là qui ne sont pas les miens. Hein. Moi, je veux dire, je n'ai jamais réfléchi en ces termes-là. Je pourrais... Évidemment, quand on veut analyser l'histoire de l'humanité, à un moment, peut-être que l'entrée civilisationnelle peut être pertinente pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Notamment, d'ailleurs, peut-être à une époque ou dans des siècles
où opérait davantage ce genre de motif, parce qu'il y avait plus de séparation entre les choses. Donc on pouvait peut-être parler un moment, peut-être au IXe siècle, d'une civilisation musulmane qui était en train de se mettre en place, et qui s'opposait à une civilisation chrétienne. Comment dire ? Un historien un peu sérieux, s'il voulait analyser par exemple le Xe siècle, pourrait à un moment se servir de cette grille-là, entre autres grilles, parce qu'il y en aurait plein d'autres des grilles. Il y aurait le capitalisme naissant. Il y aurait tout un tas d'autres choses pour rendre compte des rapports de force et de la structuration générale de l'humanité au Xe siècle. Mais pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas, je suis pas fermé. Je veux bien essayer. D'ailleurs, moi, intellectuellement, j'essaye toujours tout. Donc, civilisation aussi, j'ai essayé. Ça m'intéresse d'y réfléchir, quoi. En revanche, de le constituer comme le cœur même d'un imaginaire politique, avant même qu'on ait véritablement défini de quoi il s'agissait, je veux dire, c'est pratiquement de la puérilité. Enfin, je veux dire, c'est d'une inconséquence intellectuelle et politique tout à fait désastreuse, quoi. Mais bon, on balance le mot civilisation, et comme il a une grande puissance incantatoire, eh bien, il fonctionne auprès de 10% de la population française. C'est quand même pas grand monde, heureusement, quoi. Je veux dire, voilà, moi, c'est tout ce que je peux en dire. J'en fais une analyse dans Notre Joie, non pas du contenu réel qu'il faudrait donner à civilisation, mais de ce que ce motif permet dans l'imaginaire autoritaire. Et en fait, il permet une chose, c'est de faire fusionner deux choses qui sont contradictoires dans l'esprit de ces gens. C'est un, leur goût pour l'histoire, alors le passé, l'histoire, machin, et deux, leur affirmation identitaire, à savoir l'affirmation du même. C'est ce que je note chez Zemmour à un moment, il a un tic verbal qui est toujours « c'est comme ça depuis 1000 ans ». Et donc pour lui, il y a des invariants, il y a des choses comme ça, il y a des constantes de l'histoire. Les Anglais seront toujours les Anglais, ils veulent toujours nous la faire à l'envers. Les Allemands seront toujours les Allemands. Ils veulent toujours, peut-être pas nous la faire à l'envers, mais presque, ils seront toujours un peu alliés avec les États-Unis, ça dure depuis longtemps, peut-être pas depuis 1000 ans les États-Unis, mais depuis longtemps. Et la France sera toujours la France, et il faut la préserver encore en tant que temps. Elle est en train de mourir, et donc l'invariant français, il faut le protéger. Donc il est dans l'invariance, donc c'est l'anti-historicité. Si tu penses que globalement sont toujours au travail des constantes dans l'histoire, tu nies l'histoire. Tu nies l'historicité. C'est ce qui me fait dire que ces gens-là aiment bien l'histoire avec un grand H, mais n'aiment pas l'historicité. Ils n'aiment pas l'histoire avec un petit H, quoi. L'histoire, c'est la variabilité de la grande chose humaine, quoi, de l'affaire humaine, quoi. Bon. Et en même temps, quand même, ils constatent qu'il y a des mouvements historiques. Ils sont un peu emmerdés, quoi. Ils sont dans le même, en même temps, ils constatent qu'il y a de la variable, quoi. D'ailleurs, ils aiment assez bien l'histoire. Ils aiment Napoléon. Alors, je pense que la civilisation permet de synthétiser les deux. Parce que la civilisation, elle porte en elle le bénéfice du même. C'est toujours les mêmes civilisations qui s'affrontent. Et en même temps, c'est un peu ça permet d'introduire quand même une variable historique qui serait la dramaturgie sur laquelle on est intarissable depuis 53 livres, à savoir grandeur décadence. Voilà. En fait, c'est le minimum. Ils ne peuvent pas faire mieux en termes d'historicité. C'est grandeur décadence. C'est toujours le même truc. Il y a donc des entités qui sont au travail dans l'histoire, qui sont des civilisations ou des empires. Ces empires et ces civilisations apparaissent, se développent et déclinent. Voilà l'historicité, version Onfray et version Zemmour. On ne va pas aller loin avec ça. Ça va être compliqué d'expliquer la Révolution française et tout un tas de phénomènes à partir de ces espèces de macro-signifiants ou de macro-agents historiques. Donc, comme d'habitude, ces gens-là, en s'équipant de ce genre de mots, construisent leur propre bêtise, outillent leur propre bêtise. Si vous outillez aussi mal, vous pouvez produire que des énoncés tout à fait stupides. Puis il y a la religion aussi, me semble-t-il, dans Civilisation. Zemmour dit toujours, oui, la civilisation, c'est ce qui se noue autour d'une religion. Oui, il cite toujours... En citant Valérie, je crois. C'est ça, Valérie, oui, très bien. Il a toujours une citation sous la main. Il dit plus Valérie depuis 600 ans, mais il a encore un dictionnaire de citations ou quelques souvenirs, peut-être de souvenirs de Sciences Po, ou dans une dissertation, il était encore de bon ton, peut-être dans les années 70, de citer Paul Valéry, quoi. Bon, alors voilà, tout ça, c'est des mots. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Valéry, que je lis, moi, encore. Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est ce que j'appelais la chrétienté tout à l'heure, quoi. C'est ça qu'il appelle, lui, la chrétienté, c'est-à-dire une sorte de fusion ou d'intrication
entre le fait religieux majoritaire dans un territoire donné et l'organisation politique. Voilà. Et à un moment, effectivement, la chrétienté, ça a été le nom de cette fusion autour de laquelle le petit juif Zemmour, grandi en Algérie, rêvasse. Rêvasse comme, à mon avis, comme un territoire à la fois mental et réel auquel il n'a pas eu accès. Voilà, c'est ça l'explication psychologique de Zemmour. Il y aurait d'autres explications psychologiques de Zemmour. Je pourrais vous donner quelques pistes si vous voulez, mais notamment son rapport aux femmes. Mais je pense que c'est beaucoup ça, quoi. C'est quelqu'un qui... Il est né dans un milieu et dans un territoire où il ne pouvait pas jouir. On lui interdisait de jouir de se prévaloir, la jouissance de se prévaloir, d'être l'héritier de cette splendeur qu'a été l'Empire français, en tout cas la civilisation christiano-française du Moyen-Âge et un peu après, jusqu'au grand siècle, quoi, le XVIIe. Après, ça décline, hein, la Révolution française, tout ça, c'est la décadence. Bon, il n'a pas pu jouer à ça, il en était privé, mais comme vraiment un petit enfant regarderait en face de lui des gens jouer au tennis, et oui, il n'a pas le droit de rentrer dans le cours, quoi. Bon, après, il a tout fait pour accéder à ça. Et l'aboutissement de ça, c'est sa campagne actuelle, où il est très largement soutenu, et ça, c'est quand même impayable. Alors ça, je veux dire, ça ne laisse pas à la fois de m'étonner et de m'amuser. Il est quand même essentiellement soutenu par la bourgeoisie catholique. Enfin, il a l'adhésion qu'il a toujours voulu. Lui, le petit juif Zemmour, la bourgeoisie catholique le soutient, le finance et le reconnaît. Oh, c'est son aboutissement. Il avait déjà voulu qu'elle le reconnût, un pas fait du subjonctif, en passant l'ENA. Et puis elle ne l'a pas reconnu. Elle n'a pas voulu lui donner l'ENA. Eh bien, 30 ans plus tard, il a sa revanche. Il a Philippe de Villiers derrière lui. Voilà. Alors justement, tu parles de revanche. Donc je t'interrogeais sur les affects de ce camp-là qui seraient finalement contraires à la joie. Je vais poser d'ailleurs ma question autrement. Comment est-ce que tu expliques le paradoxe entre, je dirais, la prétendue vitalité virile dont se prévaut ce camp-là et en fait les pulsions de mort dont tu parles aussi dans le bouquin, que recèle cette pensée? Mais parce que alors là, on rentrerait encore une fois, dans une zone un peu nébuleuse, donc voilà, je préfère prévenir, parce que là, on est dans des zones affectives troubles. Mais encore une fois, ce que je perçois de cette vitalité virile là, qu'ils mettent en avant, là, et qui va se traduire politiquement par une sorte de masculinisme, hein, bon. Mais effectivement, prenons les choses par le biais affectif, par le cœur affectif des choses, toujours, le germe. Cette vitalité virile qui va être mise en avant, la grande vie, la puissance. Alors bon, là il y en a un ça y est qui arrive, Rochdy, c'est Nietzsche, quoi, bon, pauvre Nietzsche. Mais moi je pense que leur vitalité n'aime pas la vie. Leur vitalité n'aime pas la vie puisqu'elle n'aime pas le multiple. En fait, ils n'aiment pas la vitalité, ils aiment la domination. C'est pas pareil. Je veux dire, et alors là on pourrait dire ça, je veux dire, si votre but c'est de réduire une ville, si vous êtes un général, et si votre but c'est de réduire les femmes, qu'est-ce que ça voudrait dire réduire les femmes? Alors, réduire les femmes, ça peut vouloir dire les assigner un certain rôle et leur interdire un certain nombre d'autres rôles, sous le motif qu'elles ne seraient pas capables d'assumer ce rôle. Donc c'est minorer des femmes, c'est les réduire à les cantonner, c'est réduire le vivant, c'est réduire la vie. D'ailleurs, les forces virilistes n'ont toujours eu de cesse que de contrôler les femmes, les empêcher, je veux dire. Alors allons-y gaiement. La grande phobie de ces gens qui sont censément dans la vitalité mais ne sont jamais que dans la domination, c'est le clitoris. Là, j'entendais une anthropologue féministe récemment redire, et libertaire à ses heures, que le féminisme, le clitoris, c'était l'anarchisme. Ouais, je pense que, voilà, alors évidemment, certaines habitudes culturelles se sont empressées de se débarrasser du clitoris par l'excision. Mais alors nos identitaires français n'exciseront pas les femmes, mais je pense que l'esprit est le même. Donc ces gens-là n'aiment pas la vie.
Ces gens-là n'aiment pas la vitalité. Être du côté de la vie, c'est du côté pas seulement de sa propre vie, qui serait l'exercice de non pas de ma puissance, mais de mon pouvoir. Rushdie confond pouvoir et puissance. Très très mal lu Nietzsche. Il confond pouvoir et puissance. Quelle erreur. Et ma foi, s'il lisait bien Nietzsche, il saurait que chez Nietzsche, la puissance est féminine. Ah oui. Alors si on veut être du côté de la volonté de puissance, on n'est pas forcément du côté de la domination masculine. Ça, je l'invite à mieux lire tout ça. Et pas lire Nietzsche pour aller y prendre les quelques aphorismes et phrases expéditives que Nietzsche distille parfois et qui permettent à un identitaire viriliste de s'y retrouver, quoi. Non, sa lecture n'est pas sérieuse, quoi. Il a fait son petit marché chez Nietzsche, quoi. Il est allé chercher une sorte de légitimation de ses affects autoritaires. Mais donc, ouais, ça c'est très important, hein. Je veux dire, ces gens n'aiment pas la vie. Ils aiment dominer la vie, ils aiment exercer leur propre pouvoir sur le vivant. Ils n'aiment pas la vie, ils n'aiment pas la vitalité. Donc je pense qu'ils sont fondamentalement morbides. Mais parce que le pouvoir est morbide. Le pouvoir consiste toujours à réduire la vitalité d'autrui. Voilà. Et à exercer ma propre vitalité. Mais entendu d'ailleurs comme une vitalité très réduite, parce que de ne retenir de soi-même comme dans l'ensemble des capacités affectives qui sont les nôtres, tu vois, les possibilités affectives d'un corps humain, c'est immense en fait. Et de se cantonner, de ne retenir de cette potentialité affective infinie que les affects de pouvoir, mais c'est se réduire soi-même. Alors, disons toujours les choses concrètement. Mettons quelqu'un qui a passé sa vie à penser que 18 heures sur 24, et même un peu la nuit, à devenir président de la République. Prenons par exemple Emmanuel Macron entre les années 2012 et 2017, où clairement, préparer sa candidature puis son accès au pouvoir est un job à plein temps. Ça a été documenté, notamment par Anne Develde, très bon journaliste d'investigation, et puis par d'autres gens. C'est vraiment un truc à plein temps. Le mec fait 3 déjeuners. Il fait 2 dîners, parce que les dîners, les déjeuners sont des lieux où on peut, comme ça, négocier, créer du réseau avec la grande bourgeoisie et les grands financiers. Mais c'est triste comme vie. C'est pas ça la volonté de puissance. C'est pas ça la puissance. Ça, c'est triste. Ce monsieur, pendant 5 ans, s'est réduit lui-même. D'ailleurs, c'était probablement quelqu'un qui avait une grande puissance vitale, je pense, le jeune Emmanuel Macron à 13 ans. Ce monsieur s'est considérablement réduit en ayant fait converger toute la potentialité affective qui était en lui, la potentialité de puissance, vers ce pauvre point d'aboutissement qui s'appelle être à l'Élysée. Okay. Bon, je trouve ça très, très attristant. Donc, en résumé, décidément, les autoritaires n'aiment pas la vie parce qu'ils n'aiment pas la vitalité des autres, mais ils n'aiment pas non plus leur vitalité propre. Dans Notre Joie, tu réévalues aussi la notion de suffisance, hein, dont la connotation est généralement péjorative, pour l'articuler à la joie. Tu réévalues aussi le concept d'individualisme, hein, ça tu le dis souvent aussi, en l'articulant paradoxalement à une forme de solidarité. Mon égoïsme est le nerf de mon christianisme, écris-tu, page 309. Alors, peux-tu nous en dire plus ? C'est vraiment les zones du livre, encore une fois, qui sont les plus presque littéraires et un peu comme ça méditatives, j'allais presque dire. En plus, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, donc je vais essayer de retenir le plus simple. C'est-à-dire, ce que j'essaie toujours de dire, ce que je redis, là, je pense de façon plus méthodique dans Notre Joie, c'est que j'observe que toutes les luttes qu'a pu mener le camp social ou le camp de l'émancipation depuis 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, il y a eu des signes avant-coureurs, des luttes avant-coureuses, sont toujours des luttes qui factuellement consistent à défendre l'individu contre la structure. Voilà. C'est tout. À ce titre-là, je pense que le gauchisme est un individualisme, pour faire une formule. Voilà. Vraiment, être du côté des individus. Mais être individualiste, pour moi, c'est être du côté des individus, y compris des autres, ce qui reviendra un petit peu à ce que je disais sur la vitalité. Moi, je ne défends pas que ma propre vitalité, je suis pour la vitalité des autres. Moi, je suis féministe en tant que vitaliste. Je suis un vitaliste, et c'est en tant que vitaliste que je suis féministe, parce que ou antiraciste, ou que sais-je, quoi. C'est-à-dire que chacun puisse exercer sa propre vitalité.
Donc quand on est un ami de l'individu, on est un ami de l'individu en soi, eh bien on est un ami de l'individualité des autres, quoi, de leur capacité à pouvoir s'épanouir individuellement, indépendamment des structures qui les uniformisent, qui les réduisent, qui les contraignent, etc. Donc vraiment, être de gauche, être de ce côté-là. Ça vraiment, et quiconque m'affirmerait le contraire, j'aurais deux choses à lui dire. D'abord, regarde un petit peu ce qu'on a été, ce qu'on a fait, et tu t'apercevras que c'est toujours la défense des individus. Et deuxièmement, si jamais tu persistes à penser que ce qui est intéressant, c'est l'entité collective contre l'individu, c'est la structure, c'est l'institution, mon vieux, passe à droite. Va écrire à Front Populaire. Voilà. Tu t'es mépris. Tu n'as rien à faire là, franchement. C'est ce que je répondrais, par exemple, aux gens qui veulent encore considérer qu'il pourrait y avoir un patriotisme de gauche. Non, il ne peut pas y avoir de patriotisme de gauche. Le patriotisme est sans doute une chose magnifique, ça a l'air d'exciter les gens qui sont sujets à cet affect. Je leur souhaite bien du plaisir, ça a l'air vraiment de les éclater. Quand ils chantent la Marseillaise, moi je trouve ça pathétique, visiblement ils ont l'air d'y trouver du plaisir. Donc continuez les mecs, allez-y, vous avez trouvé votre kiff. Moi c'est plus manger du morbier ou je sais pas, écouter les chats. Vous c'est chanter la Marseillaise et avoir un drapeau bleu, blanc, rouge, très bien. Par contre, ne pensez en aucune façon que vous pouvez être de gauche sur ces bases-là. Ce serait pas possible. C'est pas ce qu'a fait un peu un Mélenchon, selon toi, en 2017. Il a essayé de... Oui. D'abord, à mon avis, tactiquement, il avait tort, mais à la rigueur, tactiquement, je m'en fous. À chaque fois qu'on me demande mon avis sur Mélenchon, je dis toujours ce que disent beaucoup de gens. J'aime bien le mec, je pense qu'il est vraiment de gauche. J'aime bien qu'il mette la question sociale au centre. En plus, il est toujours intéressant à écouter. Pour moi, il a un énorme angle mort, c'est son patriotisme à la con, quoi. Ça, c'est pas digne de lui, et c'est pas digne de la gauche. Et les gens qui sont dans les meetings insoumis à agiter des petits drapeaux et à chanter la Marseillaise à la fin, ils pourront toujours m'expliquer, mais j'en parle dans Notre Joie, oui, mais bon, la Marseillaise, c'est un chant révolutionnaire, c'est Valmy, c'est blablabla. Non, ça va. Moi, je ne chante pas un truc d'abord qu'avec des paroles de merde, et deuxièmement, et surtout, ce qui arrive à un corps au moment où il chante la Marseillaise en groupe, est une expérience affective tout à fait antagonique à ce que produit ou préconise comme expérience affective la gauche, qui est donc une expérience de l'individualité, encore une fois, de l'émancipation par rapport à la structure. Le mec de gauche dans un meeting de Mélenchon, qui est au moment où ils sont tous en train de chanter la Marseillaise, c'est le mec qui s'en va, ou c'est le mec qui fait le con, c'est le mec qui pastiche la Marseillaise, c'est le mec qui fait des oreilles de lapin à son voisin qui est en train de chanter la Marseillaise, c'est lui le mec de gauche. C'est pas ces espèces d'imbéciles qui d'un seul coup se mettent tous à chanter d'une voix, et en plus des paroles qui sont, par exemple, violentes, mais pas seulement violentes, tout simplement incompréhensibles, tout simplement opaques. Donc ça, c'est typiquement un moment chorégraphique de droite, ça. C'est un moment chorégraphique autoritaire. Un corps de gauche ne devrait pas tolérer ça de lui-même. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Tu me parlais de l'individu. Ouais, je te parlais de l'individu que tu articules finalement à la solidarité, je crois, si je t'ai bien compris. Enfin, en tout cas, tu dis mon christianisme, sous-entendu ma capacité d'amour, ma capacité d'amour, ma capacité d'amour de mon prochain, de solidarité, de pardon de mon prochain. Donc toi, tu pars de l'individu et même de la suffisance. Ouais. C'est-à-dire, voilà, je suis autosuffisant. Mais parce que, en fait, ce que j'ai constaté, je le disais déjà dans un livre un peu de correspondance que j'avais fait sur le christianisme, qui s'appelait Une certaine inquiétude, et c'est un truc que j'ai constaté. Moi, ça part toujours de choses très empiriques chez moi, là, et très corporelles. Moi, je suis très physico-matérialiste. Il y a beaucoup d'idées ou de pensées qui me sont venues en regardant des corps. Voilà. Et j'avais rencontré des corps chrétiens. Quand j'avais 18-20 ans, je commençais à m'intéresser au christianisme, parce que quand même, je voyais le motif revenir chez beaucoup de mes écrivains préférés, chez beaucoup de mes cinéastes préférés, chez des musiciens. Je me disais, mais c'est quand même étrange, quoi. Soit ces gens-là sont géniaux, en dépit du fait qu'ils sont chrétiens, soit leur christianisme est partie prenante de leur génie. Ce qui me paraît le cas chez Dostoïevski, par exemple, quoi. Et puis chez plein d'autres. Donc je commençais à m'intéresser. Et donc, quand je croisais un chrétien, c'était rare à l'époque, parce que j'évoluais pas dans des milieux comme ça, j'y prêtais attention. Et j'essayais de chercher sa conversation, ou voire même sa fréquentation. Ça m'est arrivé 3-4 fois à l'époque. J'ai eu des amitiés comme ça. Et me frappait toujours chez eux leur vitalité. Alors,
La vitalité, c'est l'autre nom de la joie pour moi. Au bout du compte, c'est la puissance de vie en nous. Qui a un autre nom dans la rhétorique chrétienne, ou plutôt dans la poétique chrétienne, qui serait l'espérance, qu'il faut distinguer de l'espoir. Finalement, l'espérance chez les chrétiens, c'est la persistance en nous d'une énergie vitale. Alors, sachant que pour le chrétien, cette énergie vitale m'est insufflée par Dieu. Voilà, Dieu est un principe de vie. Voilà, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui crée la vie. Et donc la vie en moi, c'est Dieu qui souffle en moi. Bon, ça, c'est ce que des croyants à proprement parler diront. Mais moi, ce que je retiens, avant toute chose, avant de parler de croyance ou pas, c'est ça, c'est cette idée qu'il y a une... Et je pense que ce qui donne alors, je vais avoir l'air de parler comme un curé, là, mais moi j'aime bien le lexique chrétien, parce que je pense qu'il est pertinent sur plein de choses. Il est aussi très confusionnant sur plein d'autres choses. Mais sur une chose, mais oui, bien sûr que ma capacité d'amour est à proportion de la vitalité en moi. Donc, sois un égoïste, c'est-à-dire occupe-toi bien de toi-même, occupe-toi bien de ta vitalité. Moi, je pense que c'est ça. Le devoir d'égoïsme, c'est tu as hérité d'une part de vie en toi, de puissance, de vitalité. Occupe-t'en bien, parce que c'est vraiment une grâce et c'est un don. Occupe-toi bien de ta vitalité. Et donc, occupe-toi bien de ta joie. Et alors là, ça te rendra absolument disponible à l'amour. Je veux dire, parce que si tu t'occupes bien de ta vitalité, moi je le vois bien en ce moment, attention, parenthèse intime, là ça fait quelques semaines, mois que je suis physiquement entravé par des conneries anecdotiques, mais je me sens moins aimant. J'ai moins de capacité d'amour pour autrui et j'ai moins de capacité d'attention à autrui. Moi qui suis en général assez attentif, pas au sens attentif où je souhaite les anniversaires à tout le monde, en général je le fais pas du tout, je fais des cadeaux, pas du tout. C'est pas mon mode d'attention. Mode d'attention tout simplement, je sais pas, je m'intéresse à la vie des gens, quoi. J'écoute quand ils parlent, machin. C'est mon attention. Bon là je vois bien que depuis quelques semaines j'ai des performances d'attention qui sont très faibles. Comme on dit qu'un tennisman, telle année, a eu des performances très faibles. Ben pourquoi ? Parce que j'ai des performances, ma vitalité est en berne. Voilà, c'est concret tout ça. C'est vraiment très très concret pour moi, toujours les choses. Toujours. Moi je vois très bien que quand je sens en moi une vitalité, vraiment j'ai une grande capacité d'amour, quoi. Mais d'amour effectif, je veux dire, c'est-à-dire considérer autrui, considérer sa vie, considérer sa singularité. Et donc... Là, en ce moment, ouais, je suis un égoïste dans le mauvais sens du terme. Pas dans le sens où je m'occuperais bien de moi-même, mais au sens où, m'occupant assez mal de moi-même, en tout cas, mon corps s'accommodant mal de lui-même, ou se convenant assez peu, eh bien, je me vois être beaucoup plus inattentif à la vitalité d'autrui. D'accord. Alors, c'est une question ça que je suis obligé de te poser parce que sur ma chaîne, initialement, on parle de rap. Et dans notre joie apparaissent les noms de Jul et de PNL. On comprend que tu ne portes pas PNL dans ton cœur. Quel est ton rapport aujourd'hui au rap français ? Est-ce qu'il t'arrive d'en écouter ? Si oui, qu'en penses-tu ? Et j'ai aussi envie de te poser une autre question. Est-ce que tu penses que c'est une forme compatible avec les goûts des autoritaires ? Là, tu m'emmènes effectivement sur un terrain où tu es beaucoup plus compétent que moi. D'ailleurs, moi, je t'ai écouté récemment. Ça m'a bien intéressé parce que moi, j'apprends des trucs sur le rap. Je ne peux pas me prévaloir d'une connaissance suffisante du rap. Évidemment, moi, je suis un peu contemporain du rap, donc je n'ai pas pu le rater. Finalement, son émergence mondiale, c'est quand moi, j'ai 18-20 ans, donc fin des années 80, début des 90, quoi. Le truc est créé avant, mais son émergence mondiale, sa diffusion, c'est là. Donc j'en ai toujours un peu écouté, mais de façon pas très assidue, et surtout les Américains d'ailleurs, et assez peu de rap français. Bon, après je vais pas refaire le couplet de ouais, le rap français, je sais pas, c'est moins bien. En fait, j'en sais rien. Alors après, sur la question que tu poses, je peux te donner que des intuitions, quoi, comme ça, comme je te parlerai du Venezuela, quoi. Tu vois, c'est alors je vais t'en donner parce que je suis jamais le dernier pour pour lancer des hypothèses hasardeuses. Ce qui peut me rebuter dans certaines modalités du rap, alors que je perçois notamment dans le rap français, mais peut-être je me trompe, c'est l'emphase. Voilà, l'emphase. Alors ça, c'est pas possible. Mais moi, j'ai déjà construit mes goûts musicaux dans un périmètre qui m'est beaucoup plus familier, à savoir celui du rock,
ce qu'on a appelé le rock dans les années 60, 70, 80, 90, et notamment du punk rock. Pour moi, le rock, c'était vraiment l'anti-emphase. Il y avait quelque chose de fondamentalement malin, malicieux dans le rock. Il y a un humour. On ne dit jamais assez que, par exemple, le punk rock est le mouvement le plus humoristique qui ait créé la musique populaire. Alors, il y a d'autres choses. Il y a d'autres façons de faire du punk, parfois de façon un peu plus sérieuse, martiale, militante. C'est pas la mienne. Et en tout cas, dans le punk, on trouvera une culture de la potacherie tout à fait exceptionnelle et de l'autodérision. Donc l'emphase étant le contraire de l'autodérision, et puis l'emphase, c'est tout de suite, on sort un peu les grandes orgues, comme on dirait, ce qui rejoindrait un petit peu ce que je disais de la dystopie, quoi. Alors, c'est ça qui me met complètement en dehors des dystopies, ou en tout cas de la modalité héroïque fantasy des dystopies. C'est l'emphase, quoi. C'est la solennité, c'est vraiment dans le jeu théâtral, très dramatisant, comme ça, très bon. Ça va pas du tout, ça me paraît, il n'y a pas une once de vie là-dedans. Et donc, quand je perçois de l'emphase dans le rap, moi, je me barre en courant, quoi. Et là, peut-être que, du coup, par rapport à la question que tu me poses, autant on peut dire que le passif ethno-culturel du rap pourrait sans doute un peu rebuter, je dirais, nos amis identitaires, très soucieux de la blanchité et de la francité, autant ça pourrait créer probablement une intersection, quoi, une jonction. Et puis peut-être aussi un certain virilisme, oui, sans tomber dans la caricature du rap qui n'aime que les nanas en string et les grosses bagnoles. Il est évident que c'est une composante du rap, et qu'elle s'entend parfois dans la musique elle-même. Donc j'imagine bien qu'il y a à l'extrême droite ou dans le camp auto-identitaire ou ident-autoritaire des fans de rap, des gens, j'imagine bien, ça doit bien exister, mais là tu connais beaucoup mieux que ça que moi, il doit bien y avoir des identitaires fans de Booba. Sans doute. Parce que je pense qu'il y a un virilisme de Booba qui ne doit pas leur déplaire. Voilà. Bon, tout ça. Moi, là-dessus, c'est sûr que je leur laisse totalement ça, quoi. Je les laisse s'acoquiner autour de cette emphase viriliste-là. Et moi, je m'en vais. Moi, j'irais plutôt du côté d'un rap plus swingant, plus dansant, plus joyeux, plus vital, et puis surtout plus humoristique. J'écoutais par exemple, c'est ma génération et c'est typiquement mon cadre ethnoculturel, j'ai évidemment écouté le dernier Orelsan, ça c'est typique, un truc de quinquagénaire blanc, quoi, tu vois. Orelsan, il est écouté par tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il est transversal, mais il est écouté même par des gens comme moi, quoi, je dirais. Ça dit, moi j'adore son premier album. Moi aussi j'adore. Perdu d'avance. Qui avait notamment son côté humoristique. Moi, un morceau comme Soirée ratée, pour moi, c'est un grand morceau de l'histoire de la chanson française. Entièrement d'accord. C'est extraordinaire d'humour, de description, de narration. Et là encore, dans le dernier, que je trouve fondamentalement assez faible, ouais, moi aussi. J'aime toujours ce qu'il fait, par exemple, avec Gringe, parce que là, il y a de l'humour, il y a de la dérision, il y a de l'absurdité. Par contre, son espèce de tambouille, de choucroute, monumentalo-emphatique sur l'état du monde, je ne sais plus comment ça s'appelle, son tube. Il y a un morceau où il représente une espèce de manifestation. Ah non, là, quand il est dans les manifestations, je ne parlais pas de celle-là. Ça, la rigueur, c'est un peu concret. Je suis dans une manif, je m'y sens pas bien. Pourquoi pas? Non, c'est vraiment le truc qui est un peu sorti en grande pompe. Ah oui, je sais. C'est le manifeste. C'est le premier single qu'il a sorti et il s'appelle... Il n'y a pas Feu dedans ou un truc comme ça, ou je sais plus. Enfin, j'ai un trou de mémoire, mais... L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence, voilà. Où là, il passe en revue un peu l'état du monde, l'état du monde. Et moi, je pense que... Alors ça, c'est typique, un truc... Orelsan n'est pas un facho, évidemment pas. Je pense qu'Orelsan, d'ailleurs, est un doux centriste. Il est très bien à Quotidien. Quand il est interviewé par Yann Barthès, ça se passe bien entre eux. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre politiquement d'Orelsan. Mais c'est pas un facho. En revanche, ça, la confusion, comme ça, cette espèce de bouillie sur l'état du monde, ça, c'est typiquement de la confusion fascisante. Genre, on ne sait plus exactement qui fait quoi, comme si les phénomènes nous tombaient du ciel sans qu'on en connaisse la causalité historico-économique. Enfin voilà, bon. Et on défend tout et son contraire. Ouais. Alors si je veux le défendre quand même sur ce morceau, même si je comprends tes réserves, je pense que ce qu'il a voulu faire, d'ailleurs ça a été décrypté notamment par Viktorovitch qui a dit la même chose, donc voilà. Mais donc je parle sous son contrôle, donc. Il a dit la même chose que toi ou que moi? Non, que ce que je vais dire. Moi j'irai écouter Viktorovitch. Effectivement, dans le morceau, on peut aussi dire qu'il fait en fait une espèce de mise en abîme de la parole, en fait, des réseaux sociaux et d'un certain contexte contemporain qui peut être fascisant, ou en tout cas, effectivement, c'est que des formules, on s'écoute pas vraiment, on se répond pas vraiment. Oui, mais alors voilà, j'irai écouter Viktorovitch.
Mais on va rester 2 minutes là-dessus parce que je pense que c'est important, comme, à la fois politiquement et esthétiquement. Et ça reviendra un petit peu à ce que je disais de la dystopie d'ailleurs. Je veux dire. Bon, d'abord, petite parenthèse comme ça, mais il faut toujours d'où parlent les gens. Viktorovitch est un type éminemment sympathique. J'irais bien boire un café avec lui. En plus, on n'habite pas loin, on habite dans Paris. Je crois qu'il habite le 20e ou le 18, moi le 11. Bon, on y va. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas quelqu'un de gauche. Pas quelqu'un de gauche. Bon. La deuxième chose, c'est que ses analyses rhétoriques, machin, c'est très bien. Il est doué pour ça. Moi, je crois pas que. Je pense que les faits rhétoriques doivent être toujours rapportés à des faits affectifs. Voilà, c'est ce que je fais dans Notre Joie. D'abord, j'analyse une rhétorique et après, je la ramène à des affects, qui seraient comme la clé du mystère. Voilà. Mais la troisième chose plus importante, c'est que sur l'analyse qu'il fait et que tu as l'air de corroborer, c'est que je pense qu'on n'écrit jamais contre. En art, il n'y a pas d'art contre. C'est ça que je disais sur les dystopies tout à l'heure. Tu fais un truc où pendant 2 ans, tu t'échines à reconstituer le décorum d'un empire, tu es avec l'empire. Tu n'es pas forcément pour l'empire, mais tu es avec l'empire. Tu n'es pas contre l'empire. Et donc quand Orelsan, et il est d'ailleurs coutumier du fait, c'est pas le premier morceau qu'il fait de cet ordre-là. En fait, il fait un morceau emphatique comme ça par album, avec toujours une musique très comme ça, on sort un peu, alors là vraiment ça y va, hein, sur les synthétiseurs un peu violonesques derrière, et puis évidemment un crescendo qui va monter vers une sorte de sonorité de l'apocalypse. Là, bon, il a déjà fait le coup, et c'est pas très original. Mais moi, je veux bien croire qu'à ce moment-là, il fait du 2e degré, c'est-à-dire qu'il emprunterait une langue qui n'est pas la sienne et il en fait une sorte de patchwork. Il n'y a pas d'art au 2e degré. Et s'il construit tout un morceau autour de ça, c'est que c'est une rhétorique qu'il aime. Il écrit avec cette rhétorique. Et donc, il y participe totalement. Il en participe et il y participe. Et d'ailleurs, je ne sache pas qui est dans l'œuvre de Orelsan un contrepoint stylistique qui nous permettrait, un contrepoint stylistico-politique qui nous permettrait de voir que là, on a de toute évidence affaire à du 2e degré, puisque quand Orelsan part au 1er degré, ça donne plutôt ça. Mais non, puisqu'il n'y a pas de 1er degré politique chez Orelsan. Il n'y a pas de chanson politiquement qui établirait, une dissonance fondamentale avec le son qu'il relaie dans le morceau L'odeur de l'essence. Non, moi je pense que en fait, la confusion, le patchwork confus qu'il déplie est en fait sa propre confusion. Et ça ne documente qu'une seule chose, et un truc dont je parle beaucoup à propos de M, parce que je pense que c'est la matrice de bien des confusions, c'est que nous sommes tous des internautes, et que en fait, le texte d'Orelsan, c'est le texte d'un internaute. C'est le texte d'un mec qui n'a plus de rapport au monde et au réel qu'à travers Internet. Pourquoi ? Parce qu'il est Orelsan. Et que donc je pense qu'il ne passe plus trop sa vie maintenant à se balader dans la rue ou dans la life ou d'aller voir des vieux potes. Je crois qu'il le fait un peu, mais pas tant que ça en fait. Il est un peu dans une bulle, un peu aussi cool soit-il resté. Je ne lui fais pas du tout de procès, maintenant tu habites dans ta tour d'ivoire, mais je veux dire, mécaniquement de toute façon, je pense qu'il... Et puis il a l'âge qu'il a aussi, je veux dire, donc il n'est plus dans le... Le réel, lui, est relativement lointain, je dirais. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait le soir quand il n'a rien à foutre, ou le matin, quand il a un peu la flemme d'écrire une chanson ou d'aller au studio ? Il fait comme tous les autres, il surfe, quoi. Et puis il voit une vidéo sur quelqu'un qui se suicide à Hong Kong, et puis il voit une féministe pénible qui, donc il va écrire contre les féministes pénibles, tout en rappelant quand même qu'il est féministe. Et puis après, etc. Enfin, c'est ça, ce texte, c'est que ça. C'est... Donc, petit A, Viktorovitch se plante, petit B, toi aussi, et petit C, j'ai raison, ce qui me paraît vraiment un très, très bon bilan honnête et objectif du problème. Très bien. J'ai quand même envie de... Alors, je sais que tu détestes les élections présidentielles et que tu y prêtes peu d'intérêt, tu t'es souvent exprimé là-dessus. Je ne résiste quand même pas à l'envie de te poser une seule question. Est-ce que, selon toi, par le moyen de l'élection présidentielle, s'il arrivait qu'un président de gauche arrive au pouvoir, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, ça pourrait être un Mélenchon, disons, exemplairement, est-ce que, selon toi, il aurait les capacités matérielles, en tant que président de la République, d'engager réellement
un rapport de force avec le capital qui puisse changer les structures fondamentales de la société, ou est-ce que selon toi c'est illusoire en fait? D'ailleurs, donc tu es en train de m'inviter à me projeter dans la réalité suivante. François Bégodeau gagne Wimbledon. En fait, c'est ça que tu es en train de me... pour moi, c'est du même niveau de réalisme. Mais je vois bien que c'est un jeu intellectuel, donc je veux bien m'y prêter. Quand même, alors, il se retrouve, si tu veux, comme quoi, tu sais, je te remercie d'avoir la précaution locutoire avant ta question de rappeler que j'ai un souverain mépris pour la question électorale. Et en même temps, un de mes plaisirs favoris, c'est quand même de chier dessus. Donc je te remercie de nouveau m'en donner l'occasion. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu résister quand les sympathiques éditeurs des éditions Divergence m'ont proposé en novembre dernier d'écrire vite fait un livre sur l'élection qui sortirait en mars. Je n'ai pas résisté, je l'ai écrit, et il sort d'ailleurs dans 1 ou 2 semaines. Il s'appelle « Comment s'occuper un dimanche d'élection ». Où je ne parle pas vraiment de la campagne présidentielle en cours, mais plutôt du principe même de l'élection. J'ai essayé de montrer le soubassement. Donc une des choses que je dis dans ce petit livre, je commence par dire, bon, moi il se trouve que je m'abstiens, mais j'en ferai pas une thèse. On vote pas, pour moi je m'en fous en fait. Je pourrais voter, je vote pas, bon. C'est pas un sujet en soi. Et d'ailleurs je dis à un moment... s'il s'avérait probablement, je dis que j'ai l'abstention molle, parce que c'est pas une position très consistante, ma position d'abstentionniste. Et je sais bien que si jamais un jour en décembre, le décembre qui précéderait des élections présidentielles de 4-5 mois, il s'avérait que Poutou, dans les sondages, je prends le candidat qui m'est le plus sympathique, soit à 18%, tu vois, qui est un phénomène étrange tout le monde se mette à voter Poutou, en tout cas l'envisage de le faire. Il n'est pas du tout exclu que j'aille vite fait me réinscrire sur les listes électorales et que j'aille voter. Donc je veux dire, ma position. Mais je termine ce paragraphe en disant, en fait, ma position d'abstentionniste vient quand même tout simplement du fait que je suis absolument convaincu, analytiquement, structurellement, psychologiquement, que Poutou ne sera jamais en bonne place de gagner. Okay. Parce que l'élection a été précisément fabriquée, pensée, façonnée, fagotée, de sorte que jamais la gauche puisse y gagner, ou les forces de l'émancipation. Jamais, jamais, jamais. Tu ne penses pas qu'un Mélenchon pourrait gagner ? Non. De fait, je dis à un moment que Mélenchon pourrait se présenter 34 fois, il perdrait 34 fois. Et tous les imbéciles qui se sont dit « Ah quand même, on est passé près en 2017 », comment dire sous-estime la capacité du système à précisément évacuer des Mélenchons, les éjecter, y compris quand ils sont au bord d'eux. D'ailleurs, il n'a jamais été au bord d'eux, parce qu'il se serait pris une tôle au 2e tour, clairement. Ah, Mélenchon-Marine Ah, Mélenchon-Marine, peut-être, mais Mélenchon-Marine, on n'en était pas là en 2017, quand même. Et Macron était quand même au-dessus, quoi. Le bloc bourgeois est toujours au-dessus. Et c'est fait pour. Les bourgeois ont pensé l'élection de sorte qu'elle fasse toujours gagner le bloc bourgeois. Donc non, définitivement, il n'arrivera pas que Mélenchon soit président de la République, ou en tout cas, il accède à la présidence par cette voie électorale. Ça n'arrivera encore moins d'ailleurs dans 2 mois, où bon, il échouera au premier tour, comme on sait. Et une des raisons fondamentales aussi, c'est le principe même de l'élection. Et puis par ailleurs, c'est qu'il y a une sorte de fétichisme de l'élection dans nos pays. C'est à ça que je m'attaque dans ce petit livre. C'est pas au fait que les gens votent ou pas. C'est d'à ce point-là donner de l'importance à l'élection et la fétichiser. Et on la fétichise tellement que une des conséquences de cette fétichisation, c'est de considérer que l'élection serait une espèce de jeu en soi qui pourrait inventer sa propre réalité indépendamment de l'état réel des choses. L'état réel, profond, structurel, pour des raisons qui viennent de très loin, historiques, économiques, sociales, fait que il n'y a pas, disons, les forces de l'émancipation sont absolument minoritaires dans le pays réel, comme on dit parfois à l'extrême droite. Et donc, il n'y a pas de pierre philosophale ou de pierre électorale, au sens où on parle de pierre philosophale, qui transforme d'un seul coup un pays où l'hégémonie politique et économique est tout à fait du côté des libéraux autoritaires, en un pays où les forces de l'émancipation pourraient devenir un tant soit peu majoritaires. C'est pas comme ça que ça se passe, enfin. Les structurations sociales sont beaucoup plus puissantes que ça. Ce que Gramsci appelait l'hégémonie. L'hégémonie, c'est un terme très compliqué chez Gramsci. D'ailleurs, il est souvent galvaudé à l'extrême droite. Mais c'est comment le corps social s'est dessiné, s'est configuré, et comment, par quelles idéologies il est imprégné, par quelles lignes
éthique ou morale, il est imprégné. C'est tout un tas de choses qui font que on n'invente pas des gens de gauche comme ça. On n'invente pas des forces de l'émancipation qui sortiraient comme ça du chapeau de magicien que consisterait la pure alchimie électorale. Alors que des gens de gauche croient encore à ça, pour moi ça me fait le même effet que quand je les vois chanter la Marseillaise. Là, ils se déjugent en tant que gens de gauche parce qu'ils font preuve pour moi de ce qui est la plus grande des contre-indications à un tempérament de gauche, c'est-à-dire qu'ils font preuve d'une incapacité à penser le réel. Ils font preuve d'un irréalisme proche de la candeur, proche de la pensée magique. Bon, alors après j'en viens, toutes ces choses ayant été dites longuement, je veux bien me projeter dans cette hypothèse donc absurde, donc Bégodeau gagne Wimbledon, donc qu'est-ce qu'il fait avec le saladier, est-ce que vraiment il fait une génuflexion devant la reine d'Angleterre ou devant la duchesse de Kent, je ne sais plus, en entrant sur... Ok, je me projette. Lordon a dit des choses très bien là-dessus, à une époque, en admettant que les insoumis se retrouvent miraculeusement au pouvoir. Bien sûr que la Banque Centrale Européenne s'empresserait de leur faire la misère, comme ils ont fait la misère à Tsipras et à la Grèce ailleurs en général. Et que donc là, on en reviendrait à des grandes problématiques idéologiques qui maintenant ont tendance à me fatiguer, mais qui sont néanmoins toujours relativement pertinentes pour juger les choses. Nous en reviendrions à l'idée que... je vais appeler ça un mouvement social ou une insurrection sociale digne de ce nom, ne peut pas être cantonné à un pays. Surtout pas en Europe, ne peut pas être cantonné à un pays. Donc cette élection nationale, là, qui élit un président de la France, où il est beaucoup question de la France d'ailleurs dans cette campagne, c'est pour ça que cette campagne favorise beaucoup d'ailleurs le camp nationaliste, puisqu'elle est d'essence nationaliste elle-même. C'est pour ça que le Front National se trouve tellement bien dans l'élection présidentielle, et Zemmour. Puisque le jeu consiste, c'est à qui sera le plus nationaliste. Donc, dans ce jeu-là, les nationalistes partent avec de l'avance. Bon. Donc, dans ce jeu très nationalo-national, et qui ferait émerger un président d'une nation, eh bien, les forces internationales, le capitalisme international s'empresseraient de lui rappeler que le vrai espace politique est international. Voilà. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça à un espèce de M bis, fan de Michel Onfray, il m'a dit « Ah ouais, ça c'est ton côté internationaliste. » Voilà. Il faut tout de suite qu'ils sortent des mots en « ist ». Moi, je ne sais pas si je suis internationaliste. Je me passe de ce genre de mots, même si j'ai une sympathie pour ce que ça peut recouvrir dans l'histoire des idées et dans l'histoire des mouvements. En revanche, je sais que l'espace politique pertinent, c'est un espace international. Oui. Puisque le capitalisme est la force dominante et qu'elle est absolument transnationale. C'est QFD. D'accord. Écoute, François, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir écouté mes bavardages. Mais c'était un vrai plaisir et vraiment, je recommande vivement ton livre, Notre Joie, parce que je pense que c'est un livre lumineux qui peut vraiment aider certaines personnes peut-être un peu désorientées politiquement, et parfois qui peuvent se laisser happer, notamment sur Internet, par, je dirais, des courants finalement profondément contraires à la joie, finalement. Donc, je te remercie, François. Je te remercie de ta patience, et puis je te souhaite une longue vie à ton, comment on appelle ça, podcast? Non, pas podcast, mais ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Ok, parce que encore une fois, les premiers épisodes que j'avais vus quand tu es tout seul, quand t'as pas un gros bavard en face de toi qui te prend la parole... C'était le but aujourd'hui. Oui, quand même, je me suis permis parce que tu m'invitais. Je te trouve très intéressant. Moi, je continuerai à t'écouter en tout cas. C'est pas pour faire un échange de politesse, mais c'est parce que je le pense. Merci. Merci François.